Bonjour à tous, c'est David de la chaîne L'Orme Vert, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui c'est la 4e vidéo avec Salomé. On va voir concrètement comment on démarre le régime cétogène. On va voir également les petits pièges à éviter. Il y a notamment des aliments qui sont céto-compatibles mais qui posent problème à pas mal de personnes. Et puis dans une 3e partie on va voir quel complément alimentaire prendre. Alors avant de commencer, je voudrais faire une petite remarque. Dans les commentaires, il y a des personnes qui ont l'impression que je suis pour le régime cétogène pour tout le monde et que c'est mon nouveau dada. Alors c'est pas du tout le cas. Pour l'instant, j'en suis à l'expérimenter sur moi-même, à partager mon expérience. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde devrait suivre un régime low carb, c'est-à-dire pauvre en glucides. La majorité des gens mangent beaucoup trop de glucides. Que ce soit sous forme de pain, de pâtes, de riz, de pommes de terre, de quinoa, de sarrasin, de lentilles, de haricots secs ou de pois chiches, ou que ce soit sous forme d'aliments qui ont un goût sucré. Les pâtisseries, les gâteaux, les entremets, tous les desserts, les fruits, les jus de fruits, et toutes les boissons sucrées bien évidemment. Donc il est clair que tout le monde devrait suivre un régime low carb, c'est-à-dire diminuer sa consommation de glucides. Après, entre un régime low carb de base et le régime cétogène, eh bien, il y a tout un tas de possibilités qui s'offrent à nous. Moi, j'ai décidé de tester le régime cétogène pour voir ce que ça donne. Comme je démarre et que je manque évidemment encore d'expérience, eh bien, j'ai souhaité faire ces vidéos avec quelqu'un qui a de l'expérience, et de l'expérience en tant que coach ou que thérapeute, parce que Salomé va aider les personnes à se lancer dans le régime cétogène et va les aider éventuellement à voir ce qui pose problème dans leur céto-adaptation. En fait, avec le régime cétogène, et je pense que c'est le cas avec pas mal de régimes, on a l'impression qu'on fait partie d'un clan, qu'on fait partie d'une religion, qu'on fait partie d'un mouvement. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de trouver la meilleure alimentation pour moi, point. Depuis une trentaine d'années, j'ai testé un certain nombre de régimes. Je suis passé, comme beaucoup de naturaux, par le végétalisme, ne manger que des végétaux, donc je me suis rendu compte que c'était une catastrophe absolue, et à mon avis, ça ne convient à personne. Le végétarisme, j'ai aussi testé, je me suis rendu compte aussi que c'est pas du tout un régime équilibré, parce que ça nous oblige à aller vers des aliments qui peuvent nous poser problème, notamment les produits laitiers, et on se retrouve en carence protéique de façon quasi systématique, et puis surtout on mange beaucoup trop de glucides. J'ai été également frugivore pendant quelques mois, donc là en termes de déminéralisation et d'empoisonnement au fructose, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Et puis comme beaucoup, j'ai testé la suppression du gluten, la suppression des produits laitiers, jusqu'à arriver au régime low carb, donc diminuer les glucides. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé de mon quotidien les féculents, mais je continuais à manger de temps en temps des desserts, de temps en temps des fruits, et en été c'était plus que de temps en temps, puisque c'était tous les jours. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas suffisant en fait. Ce régime low carb n'était pas suffisant parce qu'il y avait encore des petits problèmes qui restaient. Donc j'ai voulu aller plus loin dans l'optimisation de mon alimentation, et c'est comme ça que je suis arrivé au régime cétogène. Et je pense qu'une des choses les plus importantes que j'ai faites, c'est de lire beaucoup de livres, de regarder beaucoup de témoignages, beaucoup de vidéos de spécialistes dans le régime cétogène. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, le régime cétogène, c'est pas un nouveau truc à la mode, que ça existe depuis toujours, qu'il s'agit de notre alimentation ancestrale, et puis à travers le monde, depuis les années 60-70, il y a des dizaines de milliers de thérapeutes, de médecins, qui prescrivent le régime cétogène à leurs patients et qui ont des bénéfices en termes de santé absolument énormes. Il faut quand même avoir conscience qu'à travers le monde, on a à peu près 2 milliards de personnes qui sont hypertendues, qui vont donc prendre des médicaments avec les effets secondaires qu'on connaît, alors qu'il suffit simplement de diminuer les glucides pour faire baisser cette tension. De la même façon, on a à peu près 1 milliard de prédiabétiques et de diabétiques. La cause, elle est quand même évidente, c'est beaucoup trop de glucides. Là encore une fois, au lieu de conseiller aux gens de diminuer leur consommation de glucides, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne des médicaments. Dernier petit exemple, on parle souvent d'un surrisque de cancer colorectal quand on mange de la viande et ou des produits transformés à base de viande rouge. Le surrisque est de 16%, donc ce qui est extrêmement faible. On oublie quand même que le surrisque d'avoir un cancer colorectal avec un taux d'insuline trop élevé, il est entre 2 et 300%. Donc d'un côté, vous avez un surrisque de 16%, de l'autre côté, vous avez un surrisque de 2 à 300%. Personne ne parle du fait que la consommation de trop de glucides et donc d'un niveau d'insuline trop élevé
va augmenter, va doubler ou tripler le surrisque d'avoir un cancer colorectal. Personne n'en parle. Pour finir, il faut savoir que les études sur le régime cétogène, il y en a beaucoup, il y en a des milliers, il y en a entre 5 et 6 000. Donc aujourd'hui, la science démontre les bénéfices de cette alimentation très réduite en glucides. Alors pour finir cette introduction, je prévois de faire quelques vidéos pour vous expliquer comment ont été mes débuts dans ce régime alimentaire, sachant que ça n'a pas été simple pour moi. Alors c'est vrai que jusqu'à présent dans les vidéos j'en ai pas parlé, donc on peut avoir l'impression que la mise en place de cette nouvelle alimentation cétogène s'est faite très simplement, très rapidement. Ça n'a pas du tout été le cas pour moi. J'ai eu des problèmes avec l'augmentation de l'ajout de matières grasses. Et pour l'instant, après 3 mois de régime cétogène strict, sachant qu'avant je faisais des écarts qui étaient trop réguliers et qui m'empêchaient de me céto-adapter, donc après 3 mois, j'ai des taux de cétone qui sont relativement bas, qui sont entre 0,7 et 1,5 suivant les jours, mais c'est plutôt en dessous de 1. Donc il y a encore des choses qui ne vont pas. Donc je sais ce qui a priori pose problème. Je vous partagerai tout ça dans de prochaines vidéos. Voilà, donc on va démarrer tout de suite cette vidéo avec Salomé. Donc on démarre tout de suite. Salomé, bonjour. Bonjour David et bonjour à toute la communauté. Merci encore une fois de m'accueillir ici. J'espère que les 3 précédentes vidéos vous auront donné les clés de compréhension pour aller vers une alimentation réduite en glucides, le pourquoi du comment, les avantages. Et donc aujourd'hui, on va voir effectivement avec David un petit peu comment on y va parce que bon, moi j'ai toujours espoir qu'on s'y mette dès la première vidéo, mais je comprends, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent j'écoute encore ce que tu dis, je vais voir d'autres personnes, je lis, mais je suis pas encore lancée. Donc, une alimentation cétogène, c'est pas une alimentation, on s'y lance pas comme ça, corps et âme, sans comprendre, sans être vraiment investi. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo va vous permettre de, en confiance, avec les connaissances théoriques et pratiques, de passer à l'action. Très bien. Bon, on va voir ça. On va voir ça. Donc, on démarre tout de suite avec la première partie de cette vidéo. Et concrètement, on fait quoi, Salomé, pour démarrer? Alors, avant de parler concret, j'ai quand même envie je ferme les yeux parce que j'aimerais vous imaginer fermer les yeux et imaginer dans votre tête la pyramide alimentaire qu'on connaît. Vous allez l'inverser, ce qui veut dire qu'on va se retrouver avec une base énergétique lipidique et on va avoir des protéines au-dessus qui vont être des matériaux et on va avoir des légumes par-dessus. Donc déjà, dans son alimentation, il va falloir tenter. Et là, c'est un travail de longue haleine. C'est pour ça que les informations que je vais donner aujourd'hui, bien sûr que c'est pas en un claquement de doigts qu'on a tout compris en cétogène, en tout cas dans les croyances. C'est que maintenant, quand aujourd'hui vous aviez une petite faim, quand vous aviez un coup de fatigue, quand vous aviez, voilà, il fallait manger sur le pouce, c'était du pain, c'était un fruit, c'était une petite assiette de salade. L'inverse maintenant, en alimentation cétogène, votre énergie, vous voulez de l'énergie, faut que ce soit gras. Donc, soit c'est une assiette, et alors attention, là, je dis assiette, mais ça, c'est la chose la plus simple, c'est-à-dire c'est un morceau de beurre. Pour ça, je vais faire bondir certaines personnes, j'imagine, mais au moins une boisson grasse, c'est-à-dire une infusion, un décaféiné bio dans lequel on aurait mis du beurre, ce serait presque le repas qui permet de... Voilà, tu n'as pas le temps de manger, il te faut de l'énergie pour tenir. Donc déjà, première chose, c'est vraiment se rappeler que votre énergie, c'est le gras maintenant. Et ensuite, la protéine animale, c'est ce qui va vous construire, ce qui va faire fonctionner votre métabolisme, vos cellules, votre cerveau. Donc, si je reviens donc à l'aspect concret de la chose, à partir du moment où vous avez inversé cette pyramide et que vous savez que votre base, c'est le gras, et que vous avez là-dessus un besoin d'apport en protéines, vous savez qu'à chaque repas, vous devez retrouver une source de gras, une source de protéines facilement visible dans l'assiette. C'est pas un produit transformé. Est-ce qu'il y a un bout de beurre? Est-ce qu'il y a des cuillères à soupe d'huile d'olive? Est-ce qu'il y a... allez, on part même dans les produits laitiers, on parlera après des aliments un peu compliqués. Est-ce qu'il y a de la crème fraîche? Est-ce que je vois dans mon assiette le gras? Là-dessus, je dois avoir une source de protéines, donc des œufs, du poisson, des crevettes. Ça peut même être de la charcuterie. Il n'y a pas de contre-indication dans la protéine en elle-même, mais dans la qualité. On ne va pas acheter de la boucherie Carrefour, bas marché. Voilà, on reste dans quelque chose de qualité, de local et de brut. Et ça, ce que je viens de vous dire, vous venez y ajouter
quand avant vous veniez y mettre une cuillère à café de mayonnaise, bah là vous venez y mettre une poignée de légumes. On a inversé les choses. L'énergie est là, c'est le gras. Ma construction, c'est mes protéines. Et je viens y apporter une touche de légumes pour le plaisir, pour la couleur, pour l'aspect volumineux dans l'estomac, pour ceux qui auraient besoin d'avoir quelque chose à manger, pour le plaisir de cuisiner, pour l'apport en fibres prébiotiques, pour ceux, pas pour le transit, hein. On y reviendra, David, tu me relanceras un petit peu pour le transit, mais pas pour le transit, pour les prébiotiques. S'il y a un besoin de renourrir un peu sa flore, bien qu'on la nourrisse aussi avec le beurre. Ça, je vous ai juste dessiné votre assiette. C'est votre assiette. Il y a un morceau de viande, il y a un morceau de gras, il y a un peu de légumes. Donc là, on est dans un cétogène. Si on est en carnivore, il n'y a pas ces légumes. Ça ne change rien à votre quantité de gras et à votre quantité de protéines. Puisque c'est une décoration dans une assiette cétogène, une assiette cétogène carnivore, c'est simplement une assiette sans décoration. Vous ne changez pas la quantité de gras, vous ne changez pas la quantité de protéines. Non, l'alimentation keto-carnivore, ce n'est pas une alimentation où il n'y a que de la prot. Non, c'est juste qu'il n'y a pas de légumes et il n'y a pas d'huile d'olive, surtout du beurre. À partir du moment où vous avez ça dans votre tête, donc je n'ai pas encore parlé quantité, tranquillement, pour l'instant, on ne parle pas quantité. La deuxième chose qu'il vous faut vous dire, c'est que l'époque où vous pensiez que le petit déjeuner, c'était dans un bol, que le déjeuner, c'était dans une assiette, que le dîner, c'était aussi dans une assiette, et bien là, vous avez 3 repas identiques. Le petit déjeuner, tel qu'on l'a toujours connu, n'a aucune place dans n'importe quelle alimentation d'ailleurs. Surtout au matin pour la thyroïde, il vous faut absolument, votre dîner doit ressembler à votre petit déjeuner. Donc vous partez dans l'esprit que vos 2 ou 3 repas sont identiques. Protéines, gras, petits légumes. Bien sûr, on va pouvoir y apporter des touches. Il va y avoir peut-être de la noix de coco, du yaourt de coco, il va peut-être avoir du chocolat noir. Il va y avoir des aliments un peu glucidiques, mais ils vont être là en collation, ils vont être là en dessert. Certains vont parfois, j'accompagne des personnes qui font un petit déjeuner comme un dîner, je dirais, c'est-à-dire protéines, gras, légumes, un déjeuner, la même chose, et un dîner qui ressemble davantage à une collation. Ça leur permet de dîner tôt. 16-17 heures, ils ont une collation. Ils ont un yaourt grec, ils ont un carré de chocolat, des noix de macadamia, ils ont quelque chose de glucidique, entre guillemets, dans l'aspect, dans le goût. On n'est pas dans quelque chose avec du sel. Donc voilà, concrètement, je dois avoir 3 éléments dans mon assiette. Et mes 3 repas de la journée, si on part dans quelque chose de très généraliste, je me doute qu'on n'a pas tous envie de la même chose, mes 3 repas sont identiques. Et c'est les quantités ensuite qui vont venir à changer en fonction de vos besoins et en fonction de votre gabarit, votre activité. Je reviens sur les quantités, lesquelles je pense j'ai déjà abordé dans les autres vidéos, mais on est dans le concret. Concrètement, qu'est-ce que je mange? Moi, je vais vous aider parce que mon objectif, c'est pas que vous passiez votre vie à peser, pas du tout. Il faut que ce soit très instinctif, une assiette. Moi, quand je me fais une assiette, je mets un morceau de gras, je mets de la viande, j'ai pas de légumes, mais ça, c'est mon choix. Et vous, vous allez avoir un légume, on va pas se dire, mince, j'ai pas ma balance culinaire, comment je fais? Voici ce que je peux vous conseiller. On a dit qu'on était à peu près à 1 gramme de kilo de poids de corps de protéines. Mais si vous faites 120 kilos, vous ne mangez pas 120 grammes de protéines. Oui, mais Salomé t'a dit 1 gramme par kilo de poids de corps. Oui, sauf qu'en réalité, et c'est là où on ne peut pas être précis, c'est que ce n'est pas 1 gramme de poids sur la balance, c'est 1 gramme de masse maigre. Et quand vous faites 120 kilos et que vous faites 1,60 m, vous n'avez pas 100 kilos de masse musculaire. Ou alors vous êtes vraiment très solide. Donc généralement, c'est pour ça qu'on dit, moi je conseille un maximum de 90 grammes de protéines par jour pour une femme. C'est déjà pour moi conséquent. Une femme de 1,60 m qui fait 80, 90, 100 kilos, même 120 kilos, je vais commencer par lui dire, voilà, on va voir un peu ce que ça donne pour toi, 90 grammes de protéines par jour. 90 grammes de protéines, c'est 150 grammes de viande ou de poisson le matin, 150 grammes le midi, 150 grammes le soir. 150 grammes, c'est la main entière. Donc, vous ne savez pas combien vous devez manger, mangez-moi une main, épaisseur du pouce, de viande, de poisson, dans un repas. C'est équivalent à 5 œufs. J'aime bien donner cet exemple. Vous avez 5 doigts, c'est la main, donc c'est 5 œufs. Ou une main avec une épaisseur de pouce de viande ou de poisson. Ça, c'est une belle portion de viande. Vous posez votre morceau de steak, il fait 180 grammes et pas 150. C'est pas grave, c'est vraiment pas gênant.
C'est juste pour vous aider à construire. OK, est-ce que j'ai une main ou est-ce que j'ai une demi-main? Une demi-main, ce serait 100 grammes. Ce serait pour apporter 60 grammes de protéines par jour. Soit ça ferait 100 grammes de viande le matin, 100 grammes de viande le midi, 100 grammes de viande le soir. On serait sur 60 grammes de protéines par jour. Et si on est sur 90 grammes de protéines par jour, on serait plus sur une main entière par repas. Donc, vous avez ça dans votre assiette. Vous le voyez. Vous pouvez le voir avec votre main. Vous apportez, je conseille, à peu près entre 20 et 40 grammes de beurre. Ça va dépendre de la faim. Donc, je dis souvent, pars sur 30. Tu mets 30 grammes. Et là, le 30 grammes, tu es obligé de le peser. Tu ne sais pas de l'œil combien ça fait. Je vous conseille d'ajouter 30 grammes de beurre sur cette viande ou sur ces œufs. Et vous ajoutez une poignée de légumes, une poignée de main. Prenez une poignée de légumes. Là, vous avez une assiette parfaitement cétogène. Est-ce qu'elle est parfaite pour vous? Non, on ne sait pas. Il y a peut-être trop de protéines, il y a peut-être trop de gras, il y a peut-être trop de légumes. Il n'y a peut-être pas assez de protéines, pas assez de gras, pas assez de légumes. C'est une base sur laquelle vous venez ensuite voir, est-ce que j'ai encore faim? Dans ce cas-là, j'augmente le gras. Est-ce que j'arrive pas à finir ma viande? Dans ce cas-là, je sais peut-être que mon besoin, il est autour de ma paume de main. Et et là, je vais aller dans le sens où on aurait tendance à aller à l'inverse, c'est est-ce que j'ai pas assez de légumes? C'est-à-dire que dans la théorie de la chose, cétogène, c'est une poignée. Mais vous, si vous débarquez d'une alimentation low carb à 100 grammes de glucides, vous allez péter un câble. Vous allez vous dire, mon Dieu, mais il n'y a pas assez de légumes. Alors ajoutez. Vous avez tout le temps de basculer sur quelque chose de plus carré. Et ça se trouve, vous n'avez même pas le besoin d'aller sur quelque chose de plus carré. Puisque en fonction de vos objectifs, vous regardez si vous allez vers vos objectifs. Si vous y allez, il n'y a aucune raison de changer quoi que ce soit. Si vous bloquez, c'est qu'il y a des choses à retravailler. Juste une petite remarque que je vais faire, parce qu'il y a des personnes qui viennent de régimes végétaliens, véganes, et qui se remettent à manger des protéines animales et qui ne mangent quasiment que des œufs. Alors attention, parce que, comme l'a dit Salomé, 5 œufs, ça correspond à peu près à 30 grammes de protéines. Et du coup, pour avoir votre quota de protéines quotidienne, il faudrait manger 15 œufs. Donc il y a un problème avec les gens qui essayent de rester dans ce qu'ils pensent concevable dans le régime cétogène en mangeant quasiment que des œufs. Ça va être compliqué quand même. Sur le long terme, ça va être très compliqué. Vous allez manger des quantités astronomiques et très rapidement, je pense que vous allez vous en dégoûter, vous allez avoir besoin de variété. Donc on ne peut pas manger que des œufs sur le long terme, ça ne va pas fonctionner. Donc il va quand même falloir que vous preniez le taureau par les cornes et que vous ajoutez de la variété. Après, un autre point aussi au sujet du gras. Alors, il y a des personnes qui arrivent à plutôt bien digérer le gras, il y en a d'autres qui arrivent plutôt mal, et ça va se manifester de la façon suivante, ça a été mon cas, c'est que quand je dépasse mon seuil, j'ai la nausée. Alors c'est très désagréable parce que ça dure quelques heures, et alors ça vous donne un indicateur, vous savez que la fois suivante, il faudra peut-être manger moins de gras. Après, vous pouvez tester, parce que des fois, ça passe mieux le matin ou le midi et plus difficilement le soir. Et il y a un décalage entre le moment où vous avez mangé votre gras et le moment où vous avez la nausée. Et ce décalage, il peut être des fois de 6 heures. Moi, c'est ce que ça me fait. C'est que le repas de midi, des fois, il m'amène la nausée en fin de journée. Donc c'est normal, la digestion, elle demande pas mal d'heures pour se faire, d'autant plus qu'on a des protéines animales et beaucoup de gras, c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas vous décourager. Si jamais vous avez cette sensation de nausée, la fois suivante, vous prendrez un peu moins de gras et puis vous allez prendre le temps pour que votre corps s'adapte à ce nouveau régime alimentaire. Vous doutez bien que vous n'allez pas passer d'un régime alimentaire que vous avez suivi pendant 30, 40, 50, 70 ans à un nouveau régime et puis que la transition elle se fasse en quelques jours ou quelques semaines. Moi, je vous encourage à plutôt visualiser quelques mois facilement, sachant que pour certaines personnes, ce sera 3 mois, pour d'autres, ce sera 6 mois. Donc, allez-y progressivement, ne cherchez pas à avoir un résultat tout de suite. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens, ils ont un appareil pour mesurer les cétones, et tout de suite, ils veulent avoir beaucoup de cétones, tout de suite, ils veulent avoir une glycémie basse, tout de suite, ils veulent perdre du poids, tout de suite. Mais non, patience, ça va se faire. Laissez à votre corps le temps de s'adapter, parce que sinon, ça va être difficile, ça va être désagréable,
Et puis peut-être que ça vous encourage pas, ça ne vous encouragera pas à continuer. Je rebondis sur tes remarques. Et je vais faire une petite mention aux végétariens que tu as mentionné. Euh, dans l'idée que David parlait qu'il fallait du temps, déjà, félicitez-vous des apports de protéines animales que vous mettez dans votre assiette. Parce que j'accompagne des personnes qui n'arrivent même pas à mettre d'œufs. Et c'est une souffrance pour elles. Enfin, malgré tout, c'est une souffrance parce qu'elles sentent bien qu'elles manquent de ça, mais il y a un blocage, soit un dégoût, soit éthiquement. Donc, si déjà vous êtes sur des œufs, bravo à vous. Vous faites déjà les choses parfaitement bien. Mais n'hésitez pas à varier, même avec des sources de tofu, des sources de soja fermenté. Gardez le plaisir de l'assiette. Il ne faut pas que l'alimentation cétogène soit vue comme une alimentation, un médicament, comme on prendrait un truc pour faire passer la pilule et après ça va aller mieux. Non, il faut vous prendre plaisir dans chacune de vos assiettes parce que c'est une alimentation qui est adoptée. Alors là, je vais dire à vie, évidemment que non, vous n'êtes pas obligé de la continuer à vie. Mais ce n'est pas un régime de 2 mois. Si vous lisez quelque part qu'on vous dit le cétogène, c'est 2 mois et après, c'est pas plus, non, c'est faux. Vous serez très loin d'avoir les avantages d'un cétogène en 2 mois. Donc, il vous faut du plaisir dans chacune de vos assiettes. S'il y a un œuf et du tofu dans chaque assiette, s'il y a un œuf et du tempeh dans chaque assiette, eh ben c'est OK. Et on va de plus en plus vers davantage de protéines animales. Mais j'aimerais quand même faire une petite disclaimer, parce qu'il y a encore beaucoup trop, et ça c'est ancré dans les régimes amaigrissants, trop de volailles. Je préférerais toujours que vous mangiez trop d'œufs, et dans trop d'œufs, ça n'a rien à voir avec le nombre d'œufs par jour, vous pourrez y aller, allez-y jusqu'à 36 œufs par jour, il n'y a aucun problème. Vous n'arriverez jamais à manger 36 œufs, vous n'aurez aucun problème de santé, même en mangeant que des œufs. Évidemment, vous ne mangez que des œufs pendant 6 mois, c'est pas le cholestérol qui m'inquiète, absolument pas, c'est plutôt les carences, parce qu'il faut varier, il faut des abats, il faut du bœuf, il faut de la viande rouge. Mais si vous devez vous apporter une autre source de protéines, on ne va pas vers la volaille. Les volailles d'aujourd'hui sont nourries à l'arsenic pour leur permettre de grossir plus vite, pour leur permettre de tomber moins fréquemment malades. Et vous allez vous empoisonner. Vous allez déclarer des dominances d'œstrogènes, des réactions hépatiques. Vous allez potentiellement, mais comme dans un Ducan, c'est pas le cétogène qui va vous faire ça. C'est de prioriser une protéine de mauvaise qualité. Donc, on reste sur des œufs. Si vous êtes encore végé, restez sur votre tofu et doucement ramenez un petit peu du jambon. Ramenez un petit peu quelques abats qui passent bien. Tranquillement, faites votre chemin. Mais déjà, félicitez-vous. Et pour la digestion du gras, j'avais juste envie de faire une petite notion sur la notion de faim. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai pas faim? Parce que souvent, en alimentation cétogène, on n'arrive plus à savoir si on a faim ou pas. Et on ne sait plus si on est nauséeux ou si on a le creux dans l'estomac. Pour les personnes qui sont encore en train de basculer sur le métabolisme des lipides, c'est très simple. Gardez dans votre esprit un acide gras que vous consommez qu'avec appétit. Par exemple, moi, le saindoux, je ne peux pas le consommer par gourmandise. Eh bien, si jamais je ne sais pas si j'ai faim, je pense à manger du saindoux à la cuillère. Si ça m'écoeure, c'est que j'ai pas faim. Par contre, je sais très bien que du beurre, je peux le manger à toute heure. Donc, si je ne sais pas si j'ai faim, je focalise sur un aliment qui me procurerait la nausée ou l'écœurement avant même de l'avoir mangé. Donc, dans ce que disait tout à l'heure David sur l'écœurement, il est probable que ça arrive 6 heures après, mais il est probable que de penser à un aliment vous écœure, ce qui veut dire que vous le consommez peut-être en trop grande quantité ou pour vous aider à voir que vous n'avez pas faim. Petite remarque, en t'entendant, ça me fait penser à... je suis en train, enfin j'ai presque fini de lire le livre de Gary Taube, très bien d'ailleurs le livre, et donc à un moment donné, parce que j'ai lu ça hier, la plupart des gens qui sont attirés par les glucides pensent que quand elles vont aller dans le régime cétogène, elles vont continuer à avoir cette attirance vers les glucides. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que dès lors que votre corps carbure au gras, c'est vers le gras que vous allez aller naturellement. Tant que votre corps continue à carburer aux glucides, donc dans les débuts de cette phase de transition, effectivement, vous allez avoir envie de glucides parce que c'est votre source d'énergie principale. Mais dites-vous que après, vous allez rêver de beurre, vous allez rêver d'aliments hyper gras parce que c'est votre carburant principal et c'est tout naturel. Votre corps, il vous amène à aller vers ce dont il a besoin. Je vais apporter la raison de cela. Là, je parle à chacun d'entre vous. Je vous imagine tous derrière vos écrans. Donc, j'ai des visages, j'ai une tête, j'ai un cerveau. Mais en fait, je m'adresse à votre microbiote. C'est votre microbiote qui va être amené à se transformer. Si aujourd'hui, vous souffrez de pulsions alimentaires, de stress chronique, de douleurs, c'est votre microbiote en fait qui a retravaillé. Et en adoptant cette alimentation,
Vous allez transformer votre microbiote et laisser la place, déjà éradiquer les mauvaises bactéries. Il n'y en a pas énormément, hein. Une mauvaise bactérie, elle est en très faible quantité. Par contre, un déséquilibre microbiotique, ça oui. Et le fait de venir rééquilibrer les choses en réduisant les sources d'histamine, lectine, acide phytique, glucides, ça va transformer votre microbiote qui va prendre un autre visage. Donc au final, c'est au visage de votre microbiote que je m'adresse. C'est un peu double face. Et à un moment donné, et très rapidement, malgré tout, le microbiote s'adapte très vite. Vous allez ressentir de moins en moins d'appétence pour le sucre. Parce que simplement, c'est votre microbiote qui vous en demande plus. Il est devenu préparé pour accueillir du gras, des fibres, de la protéine. Donc ne vous dites pas, je manque de volonté, j'ai peur, je ne vais pas y arriver. En fait, vous êtes soumis à votre microbiote. Et quand vous avez conscience de ça, que vos comportements alimentaires, même vos pensées, sont le reflet de votre microbiote, déculpabilisez et dites, OK, je vais donner ce qu'il faut à mon intestin pour que mon esprit soit en lien avec ce que je veux vraiment dans la vie, être libéré de mes pulsions ou de mes troubles. Juste encore une petite remarque. Donc là, il n'y a pas longtemps, il y a eu un repas festif et il y avait des chips. Et pendant le confinement, c'est un truc qu'on a mangé avec François assez régulièrement parce que ça nous faisait le plaisir. Et donc là, j'en ai même pas mangé une de chips. Maintenant, quand je mange une chips, je sens le gras de cette huile de tournesol oxydée, trop cuite et tout ce qu'on veut. Et en fait, ça a beau être très gras, les chips, c'est quelque chose qui me fait plus envie. Le côté glucide de la pomme de terre a tendance à me repousser. Et en fait, ce gras, je sens quand je le mange que c'est un mauvais gras. Donc, en régime cétogène, on ne mange pas n'importe quel gras. On en a parlé. Ce sont majoritairement des acides gras saturés et monoinsaturés. Mais les acides gras polyinsaturés, en fait, aujourd'hui, je me rends compte que ça m'écœure en fait. Quand je pense à une huile de tournesol, parce que les gens ils pensent qu'on s'enfile des bouteilles d'huile. Mais moi, quand je pense à l'huile de tournesol, ça m'écœure. Alors que à midi, enfin à midi, c'était plutôt ce matin, on a mangé du travers de porc, on dit coustilous dans le sud-ouest. Voilà, donc ça, il n'y a pas de problème. Ce gras-là, il passe bien. Avec du beurre, du bon beurre bio au lait cru, ça passe super bien. Mais il y a certains gras, effectivement, ce que tu disais là pour le saindoux, moi ça me fait ça pour les huiles végétales, ça me donne la nausée en fait. Mm. Mais là, c'est une nausée saine pour le coup, parce que l'huile végétale n'est pas, ce n'est pas comestible, l'huile végétale. On vous a toujours fait croire que le colza, tournesol, arachide, c'était consommable. Mais en fait, il faut vraiment se rendre compte que ça passe dans des usines, des machines et des machines, et au milieu du processus de transformation des graines de colza ou des choses comme ça, ça sent hyper mauvais et ça a un goût horrible. Alors évidemment, j'ai pas goûté, je peux pas vous dire quel goût ça a. Je ne sais pas si quelqu'un a goûté, mais c'est une odeur nauséabonde qu'ils sont obligés de retraiter pour rendre comestible. Donc, je veux dire, t'es dégoûté, mais enfin, c'est normal, c'est pas comestible. Ce n'est pas voué à être dans notre assiette. Le sandou, moi, c'est le côté très riche de la chose. Je sens que mon corps est nourri, mais j'adore ça quand j'ai faim. Quand j'ai faim, je sens que mon corps, c'est ça qui réclame. Et je rebondis sur tes fameux chips. Ne vous dites pas que effectivement manger gras, ça va vous permettre de vous passer du goût sucré, mais que vous allez avoir peur de retomber dans vos aliments gras du passé. Parce qu'en fait, le goût sucré, il était présent et il masquait, enfin, c'était un 50-50 sucré et gras. Et vous allez voir qu'avec une alimentation cétogène, le fait de basculer sur une réduction des glucides et des bons acides gras, cet intestin ne va pas aller vous emmener vers les chips. Parce qu'au final, c'est surtout des glucides. C'est 70 grammes de glucides au 100 grammes, les chips. Et puis, une bombe de gras, mais un gras, effectivement, très, très inflammatoire. Donc, ayez confiance en vous. Le tout, c'est de se lancer pas à pas, accepter d'avoir encore des envies de sucre et qu'il faut du temps pour changer ce microbiote, mais surtout que quand vous avez une envie de sucre, c'est parce que vous manquez de gras. Les envies de sucre sont des manques de gras et des manques de sel. Ça, il faut vraiment vous l'ancrer dans le cerveau. Si vous avez envie de sucre, foncez sur la barre de sel. Foncez sur des noix de macadamia salées. Allez manger du jambon, allez manger avec du beurre. Il vous faut basculer sur le salé. Et au bout d'un moment, vous n'allez plus jamais hésiter. Quand vous aurez une petite faim, bah, ce sera un œuf dur avec de la mayo, ce sera du gras et du sel en fait. Et les plaisirs sucrés resteront,
mais ils resteront pas pulsionnels. Vous aurez envie de vous faire, par exemple, un yaourt de coco avec des copeaux de chocolat. Là, ce sera une envie de gras et sucre, entre guillemets. Peut-être même certains pourront mettre de la stevia, mais ce sera en tout plaisir de la chose. Ce sera, j'ai envie de me prendre cet aliment-là. Et ce ne sera pas une pulsion. Les pulsions, elles disparaissent. Et avant de te laisser potentiellement rebondir, je veux quand même mentionner que si vous souffrez d'hyperphagie, d'anorexie ou de boulimie, l'alimentation cétogène ne va pas forcément tout réparer. S'il y a un travail psychologique à faire, des pensées, des obsessions ou des liens, par exemple, tout à l'heure, il parlait de liens avec la chips que vous aviez mangé quand vous étiez en confinement. Évidemment qu'il y a un travail à faire sur le profond, mais moi qui ai rencontré l'anorexie et qui m'en suis sortie avec cétogène, je tiens tout de même à dire qu'il y a une belle, belle, belle part qui fait en fonction de ce que vous donnez à votre intestin et à ce que vous donnez à votre cerveau. Donc, ne baissez jamais les bras, on y arrive. Alors encore une petite remarque. Alors ce dont je me suis rendu compte pour moi-même, pour François, et puis tous les témoignages que j'ai écoutés avec grand plaisir sur la chaîne YouTube Eat Fat to Be Fit, eh bien c'est que avant de se lancer dans ce type d'alimentation, on a plein de préjugés, on pense que ça va être dur, on pense qu'on va avoir du mal à arrêter les glucides, et on pense surtout à tout ce qu'on va arrêter de manger. On ne peut plus manger de pain, on ne peut plus manger de pizza, de pommes de terre, de tout ce qu'on veut. Et en écoutant les témoignages, et c'est mon expérience aussi, en fait, on redécouvre, éventuellement, en moins en partie, une alimentation qui parle à notre génome. En fait, on redécouvre une alimentation ancestrale, on prend du plaisir avec cette nouvelle alimentation, et même il y a plein de personnes qui se sentent libres de pouvoir manger les aliments qu'ils ont toujours aimé manger, mais on leur a dit qu'il ne fallait pas trop en manger, pas trop de viande rouge, pas trop de gras, pas trop de sel. Alors évidemment, dans le cadre d'une alimentation riche en glucides, ces aliments ils posent problème uniquement parce qu'on mange trop de glucides et uniquement parce qu'on a un niveau d'insuline trop élevé. C'est lui qui va poser problème. C'est pas la viande rouge qui va poser problème, c'est pas le gras, c'est pas le sel, c'est cette insuline qui est chroniquement tout le temps élevée. Et là, on a une alimentation qui est réduite en glucides, on baisse notre niveau d'insuline, on baisse notre inflammation. L'insuline qui naturellement, quand elle est en excès, elle retient le sel, et bien là, ça va être le contraire. On baisse notre insuline, donc le sel, il est plus retenu comme il était quand on avait trop de glucides. Et donc, on prend plaisir à découvrir cette alimentation. C'est un petit peu comme si c'était quelque chose d'interdit quand on était plus jeune. On avait envie biologiquement de ce type d'aliment, mais on ne pouvait pas parce qu'on nous disait que ça allait nous rendre malades, que c'était pas bon pour la santé, que c'est pas bon pour la planète, etc. Et là, eh ben, on se rend compte que cette alimentation nous apporte énormément de plaisir. Et tous ces aliments qui sont à notre disposition, dites-vous bien que on pourrait avoir encore plus d'aliments, tous plus pourris les uns que les autres en rayon. C'est pas pour autant qu'il faut manger ces aliments qui ne devraient pas être des aliments. Pour moi, c'est de la merdouille qu'on met dans des boîtes, mais ce n'est pas parce que c'est vendu dans le commerce que ce sont des aliments. Pour moi, ce ne sont pas des aliments. Eh bien, tous ces pseudo-aliments, en fait, on n'en a plus envie. On n'en a plus envie au quotidien, parce que déjà, on n'en a plus dans les placards, parce que notre corps, eh ben, il a envie d'aliments bruts, il a envie d'aliments de qualité, puis vous allez vous surprendre à chercher de la qualité, en fait. Vous allez vous surprendre à chercher du bon gras, à chercher des bons produits animaux. Et donc ça fait toute la différence en fait. Et donc il ne faut pas avoir peur de prendre plaisir à manger de vrais aliments. Des aliments bruts, de saison, et puis qui ont été produits avec amour par des éleveurs français pour ceux qui vivent en France. J'ai envie de rajouter, vous allez vous trouver à apprécier le beurre de brebis, le beurre de vache cru, le beurre pasteurisé, la crème sûre. Vous allez apprécier manger tel morceau de bœuf et tel autre morceau de bœuf cuit différemment. Vous allez apprécier en fait la variété alimentaire qui existe dans un seul type d'aliment. Aujourd'hui, dans les grandes surfaces, il y a 80 à 90% des aliments qui sont ultra transformés. Et je mets même dedans les spaghettis.
Oui, c'est un produit transformé, mais même ça, en fait, ça ne fait plus partie de vous et tous les aliments emballés ne feront plus partie de votre alimentation et vous allez pouvoir tourner autour du magasin, parce que c'est souvent à l'extérieur qu'il y a les fromageries, crèmeries, boucheries, tout ça. Vous allez gagner du temps, gagner de l'argent, pouvoir remettre cet argent dans la qualité. Et au lieu d'avoir un beurre de 250 grammes que vous allez garder 6 mois dans votre frigo, bah, vous allez avoir un beurre, comme j'ai dit, cru, un pasteurisé, un beurre de brebis. Moi, j'ai un beurre de brebis que je mange en dessert à la cuillère. À côté, j'ai un beurre au lait cru que je mange pendant mes repas et que je viens osciller avec un beurre pasteurisé parce que c'est pas donné. Donc, je fais un coup pasteurisé, un coup cru et j'ai un beurre de brebis en dessert. Vous allez réapprécier de redécouvrir des goûts que vous ne saviez même pas qu'il y avait ces goûts-là dans certains aliments. Au lieu de choisir des coquillettes ou des spaghettis, et ben là, on va choisir soit on choisit un beurre cru, soit on choisit un beurre à l'ail, comme on peut trouver à Lyon dans le marché Bocuse. Ils font des beurres incroyables. Et ça, je trouve ça merveilleux parce qu'en plus, comme l'a dit David, c'est des choses qu'on vous avait interdit avant et c'est un réel bonheur d'avoir ce choix-là et cette possibilité. Et en plus de ça, d'avoir l'énergie, le transit, le sommeil. Tous les facteurs sont au positif parce que c'est votre alimentation de base, c'est celle que vous devriez suivre en fait depuis toujours, hein, qu'on devrait tous suivre depuis toujours. Si j'en reviens justement à cette assiette, j'ai parlé de protéines, vous vous rappelez, on est entre la paume de main qui fait à peu près 100 grammes, ça fait 20 grammes de protéines par repas assimilées, à 150 grammes de viande ou de poisson, équivalent à 30 grammes de protéines assimilées, et ceci 2 à 3 fois par jour. Et en termes de matière grasse, moi, je vais vous demander, et encore une fois, le gras est un levier de satiété, donc il n'y a pas de maximum, mais il y a un minimum. Et le minimum, c'est le total de protéines assimilées. Si vous avez 150 grammes de viande dans votre assiette, ça fait 30 grammes de protéines assimilées, il vous faudra minimum 30 grammes de gras dans l'assiette. Et attention, je m'explique. Dans ces 30 grammes de gras dans l'assiette, ce n'est pas le gras ajouté. C'est le gras ajouté plus le gras de la viande. Si on a 20 grammes de matière grasse dans notre pièce de viande, on a déjà 20 grammes de gras dans l'assiette. OK? Il va nous manquer 10 grammes de beurre pour faire 30 grammes de protéines, 30 grammes de gras ajouté. Mais le gras ajouté que je viens de vous mentionner, les 10 grammes, c'est le strict minimum vital. Quasiment personne ne vit là-dessus. Même moi, c'est tout adapté depuis 4 ans. Jamais je n'ajoute que 10 grammes dans mon assiette de gras. C'est toujours autour des 20, 30, 40, ça dépendra de ma faim. Donc, si vous avez 150 grammes de viande dans votre assiette qui contient 20 grammes de gras, il vous faudra au moins 10 grammes de beurre, mais je vais vous encourager à en ajouter au moins 30 pour être au moins à 2 fois plus de gras que de protéines assimilées. Donc, vous allez partir sur une assiette avec 30 grammes de gras. Mais ces 30 grammes de gras, peut-être que des fois ce sera 20, peut-être que des fois ce sera 45. Et c'est là où ça se joue, cette satiété. Voilà comment on fait une assiette. Alors, comme je disais, en ce qui concerne les légumes, je vais faire un petit point. L'idéal des légumes cétogènes, si vous ne voulez pas peser et si vous voulez mettre la belle portion, parce que vous n'êtes pas encore complètement enfin, vous êtes dans le keto, parce que pour moi, même une grosse assiette de légumes, ça peut rester cétogène. Prenez une grosse assiette d'épinards, vous serez 100% cétogène. Donc, je veux dire, si vous avez le besoin de ce volume, misez sur les feuilles. Faites-vous toujours une base de feuilles. Vous n'avez pas besoin de peser vos feuilles, que ce soit de la laitue, que ce soit des endives, que ce soit des épinards. Ça n'a quasiment pas de glucides. Si en plus vous apportez au moins 30 grammes de gras dans votre assiette, vous avez l'indice glycémique qui est écrabouillé là. Il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Par contre, on fait attention sur les légumes fruits, les tomates, les poivrons, les aubergines. Aujourd'hui, on n'est pas de saison, mais attention, des tomates cerises ou des tomates, c'est très très vite glucidique. On est quasiment minimum à 6 grammes de glucides pour les tomates et on est à 12 grammes pour les tomates cerises. Donc vous avez un aspect glucidique. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête avec les macros des glucides, vous partez sur des crucifères et des feuilles. Donc chou, brocoli, et puis comme je vous ai dit, toutes les feuilles. Et si vous avez envie, une appétence particulière pour le poireau, pour justement aller, partons qu'on est en été, l'aubergine, là, c'est votre petite portion. C'est là que vous allez faire attention à votre quantité.
Et c'est là où je vais vous inviter à aller sur Sical pour aller vérifier le quota de glucides au 100 grammes de votre aubergine et de pouvoir voir, OK, j'ai une petite assiette de salade, allez, 0,5 grammes de glucides, parce que c'est vraiment très faible, et je viens m'apporter 100 grammes de tomates. J'ai 6 grammes dans l'assiette avec mes tomates. Il va falloir que je fasse attention sur le reste du repas. Il va pas falloir que j'aille manger des macadamia, pas de yaourt de coco, pas plus de glucides. Donc c'est en ça. Votre assiette, elle est simple quand votre légume est simple. Des feuilles, du vert, je pèse pas trop. Dès que ça commence à être coloré, dès que ça commence à avoir des pépins et de la peau, vos légumes commencent à charger en glucides. Et c'est là où vous allez pouvoir moduler. Tantôt, vous pesez parce que vous êtes sur un légume, vous savez plus ou moins glucidique. Tantôt, vous pesez pas. Vous vous prenez pas la tête. Vous prenez des champignons de Paris, vous prenez de la salade et en avant avec votre viande et votre beurre. Je tiens à vous mentionner, et ça, c'est fréquent, mais tout le temps, et en même des gens que ça fait 1 an qu'ils sont en alimentation cétogène, ça continue. Le principal frein à votre réussite, c'est votre cerveau. C'est pas votre intestin, c'est pas votre porte-monnaie, parce que vous pourriez même manger du beurre pas bio, ce serait 10 fois mieux que de me bouffer de l'huile de colza. Donc c'est pas votre porte-monnaie qui va poser problème. Si vous vous engagez dans une alimentation cétogène de qualité comme celle que je viens d'énoncer, c'est-à-dire des produits bruts, locaux, de saison, la viande du coin, le légume du coin, la matière grasse animale saturée, 100% saturée, c'est-à-dire que vous n'allez pas me trouver un oméga 3 plantafin ou je sais pas quoi, où c'est des huiles polies. Si vous partez sur ce type d'alimentation, vous y arriverez. Ce qui va vous faire peur, c'est votre médecin avec votre cholestérol qui va légèrement augmenter. Mais 80% de votre cholestérol est fabriqué par votre foie, mais forcément, ça va un peu augmenter. Il y a un delta de 10%. Chez les personnes qui ne consomment pas de cholestérol, quasiment pas, ils vont avoir 10% de moins de cholestérol. Donc, votre élévation de 10% va faire peur à votre médecin. Donc, c'est ça qui peut vous bloquer, sauf qu'il n'y a pas de danger. Vous vous faites suivre, et puis il y a les ratios aussi, le ratio triglycérides sur HDL en grammes par litre, il doit être inférieur à 1,3, 1,2. Si c'est inférieur à ça, il n'y a pas de danger. Donc, lancez-vous, ayez confiance, prenez la connaissance, et c'est pour ça que je sais très bien que cette vidéo, elle sera vue plusieurs fois, entre guillemets, et que vous aurez déjà vu celle d'avant. On ne se lance pas à corps perdu quand on vient complètement inverser la pyramide, parce que vous allez vous heurter à vos fausses croyances, à ce qu'on vous a dit, comme l'a dit David tout à l'heure, aux interdits. Donc, allez-y avec confiance et allez regarder la chaîne du riche pour écouter les gens parler et se rendre compte qu'il n'y a que des bienfaits à se lancer et à inverser la pyramide. Donc on vient de voir comment construire notre assiette. Maintenant, on va voir les petits pièges qu'on peut rencontrer avec ce qu'on appelle des aliments gris, c'est-à-dire des aliments qui sont autorisés. Alors autorisés, j'aime pas trop ce mot, mais bon, qui On dit, sont... qui sont c'est souvent keto-compatible. Voilà, des aliments keto-compatibles. Sauf que ces aliments keto-compatibles peuvent poser problème à pas mal d'entre nous. Parfois, il faut carrément les exclure ou alors en manger que très très rarement pour ne pas avoir de problème au niveau digestif, au niveau inflammatoire, au niveau de la porosité intestinale. Donc Salomé va nous parler un petit peu de ces aliments. Alors, pour comprendre ces aliments, il faut comprendre justement le terme de keto-compatible. Malheureusement, et c'est contre quoi je me bats, c'est-à-dire que je prône une alimentation cétogène hypo-inflammatoire, c'est qu'on a tendance à s'arrêter, et c'est logique hein, que vous vous arrêtiez à ça au départ, on ne peut pas penser à tout. Mais en fait, quand on pense à keto-compatible ou une alimentation ou un aliment cétogène, on se dit, il est faible en glucides. Ah, il est faible en glucides, donc il est cétogène. C'est bon, je peux y aller, c'est tranquille. Alors si en plus il est gras, bah alors là, je suis le roi du monde, c'est un aliment cétogène. Le problème, c'est que quand on va se pencher uniquement sur ce type d'aliment, on va pouvoir tomber sur des aliments parfaitement cétogènes, comme du beurre, par exemple, hein, puisqu'il n'y a pas de glucides, 0,9 grammes au 100 grammes, et bah, beaucoup de gras, hein, évidemment, 80 grammes. Et on va, par exemple, me dire, oui, mais la crème fraîche aussi, c'est faible en glucides et c'est riche en graisse. Oui, mais quand on va consommer, allez, 30 grammes de beurre, on le sent passer les 30 grammes de beurre. Mais quand on va consommer 30 grammes de crème fraîche, bah, on peut en consommer 4 fois plus. Donc, vous allez consommer beaucoup plus de crème fraîche qui contient 2 grammes de glucides ou 100 grammes. Donc, on va très vite tomber dans un gratin de chou-fleur avec 200 millilitres de crème, on est à 4 grammes de glucides. 4 grammes de glucides sur lesquels vous venez ajouter potentiellement d'autres glucides issus de d'autres légumes ou que sais-je. Et là, on tombe très vite dans une alimentation
trop glucidique. Mais l'autre chose, c'est que cette crème fraîche, par exemple, et on viendra énoncer les autres aliments, c'est qu'elle est inflammatoire dans le sens où les produits laitiers ont un impact insulinique, soit de par l'aspect de réaction au lactose, soit la réaction à la caséine, soit la réaction au produit laitier en lui-même. C'est-à-dire, si vous prenez n'importe quel produit laitier de vache aujourd'hui, c'est des vaches Holstein, je crois, et on est plutôt sur quelque chose qui est très riche en antibiotiques, en œstrogènes, donc ça va favoriser l'inflammation. Donc voilà, la crème fraîche, oui, c'est keto, oui, mais c'est pas hypo-inflammatoire. Tu peux pas t'appuyer de mettre du gras. Si ta crème, elle fait 30% de matière grasse, tu vas pas me mettre 100 grammes de crème dans ton assiette tous les jours parce que ça va t'apporter tes 30 grammes. Non, c'est pas du beurre. C'est un aliment inflammatoire. Dans la même idée, le fromage. Le fromage n'a pas de glucides pour les fromages à pâte affinée, mais 24 grammes de caséine au 100 grammes, c'est énorme. Et moi, je recommande un maximum de 150 grammes de fromage par semaine en 3 prises. C'est-à-dire qu'on ne me mange pas 20 grammes par jour ou on pourrait me manger 150 grammes en une fois. Il y a des gens qui se font une raclette, ça passe très bien. Mais en fait, on évite d'étaler. On concentre le déséquilibre de l'hormèse, donc le stress, on le concentre sur un seul repas et on laisse l'intestin faire le travail du système immunitaire. Donc le fromage, la crème fraîche, c'est des aliments qui sont keto-compatibles, mais qui vont avoir un impact chez nombreux d'entre vous et chez beaucoup, beaucoup de personnes. Intestinales, des douleurs articulaires, dominance d'œstrogène, prise de poids, rétention d'eau, ça peut même redéclencher des fringales et des envies de sucre. Voilà, c'est des aliments gris, on a les produits laitiers, les oléagineux. Oui, les amandes, les noix, les cacahuètes, tout ça, maintenant je peux le manger. Mais non, parce que c'est très riche en lectine et en acide phytique. Parce que la cacahuète, ce n'est pas un oléagineux, c'est une légumineuse riche en glucides. Parce que les acides gras sont des insaturés, donc riches en oméga 6. Et c'est là, en fait, où on devient pointu dans une alimentation cétogène. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se lancer comme ça du jour au lendemain. Les choix d'acides gras, les choix d'aliments, il faut les comprendre, il faut les connaître pour faire des choix judicieux et ne pas abandonner ou se mettre une balle dans le pied. Vous allez prendre du poids à aller vers une alimentation cétogène laxiste, c'est-à-dire qui consomme trop de poudre d'amande, trop de crème fraîche, trop de fromage, même d'édulcorants. Si vous décidez de remplacer votre collation par un truc 100% érythritol, vous allez forcément avoir un impact sur votre intestin. Il vous faut revoir votre alimentation dans ce que j'ai dit tout au départ, vos fameuses assiettes. Et après, les aliments qui viennent en plus et qui sont potentiellement inflammatoires, savoir, vos fragilités et les potentiels dangers à en surconsommer. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ça, j'en ai fait l'expérience, François aussi en a fait l'expérience. Effectivement, le problème de l'inflammation qui est généré le plus souvent par ces aliments, pour vous donner une image, imaginez un feu qui brûle en vous, c'est ce qu'on appelle l'inflammation. Si vous ajoutez des petites quantités tous les jours, vous allez alimenter ce feu qui ne s'éteindra jamais. Alors que si vous faites, comme le conseille Salomé, quelques prises uniquement dans la semaine, vous allez avoir comme une flambée qui va s'éteindre en laissant quelques jours de pause entre la prochaine flambée. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux en manger plus en une fois qu'un petit peu tout le temps. Parce que le un petit peu tout le temps, ça ne laisse jamais de pause au corps pour éteindre cette inflammation. Et ça, c'est un vrai problème. Et les personnes les plus sensibles vont se rendre compte de cette inflammation parce qu'elles vont gonfler, elles vont prendre du poids. Alors ce poids, ce sera de l'eau, ce ne sera pas du gras. Mais pendant quelques jours, elles vont prendre du poids et elles vont se rendre compte qu'effectivement, il y a quelque chose d'anormal. Quand vous prenez 3 kg en 24 heures, vous vous doutez bien que ce n'est pas 3 kg de gras. Ce n'est pas possible. Et quand vous allez perdre également ces 3 kg d'eau en 2-3 jours, là encore une fois, ça ne pourrait pas être du gras, c'est pas possible. Donc on a des indicateurs dans le corps qui nous permettent de nous rendre compte qu'on fait des choses qui ne conviennent pas à notre corps. Écoutez ces indicateurs, c'est bien utile. Et donc attention à ces aliments vers lesquels vous pourriez être attiré, d'autant plus que beaucoup de livres de recettes ne proposent quasiment que des recettes avec ce type d'aliments. Quand c'est salé, on a du fromage. Quand c'est sucré, on a de la poudre d'amande et des édulcorants. Et vous enlevez... Alors bon, j'ai acheté le dernier livre d'Ulrich Genesson
qui a 100 ou 150 recettes. C'est bien parce que ça donne des idées. Après, il faut quand même avoir conscience que si j'enlève toutes les recettes qui contiennent des oléagineux, des graines comme la farine de lin ou de l'érythritol ou des produits laitiers, je pense qu'on va se retrouver avec 10 recettes à la fin. Donc, bon, voilà, c'est un jeu pour lui et pour Nelly de jouer avec ces nouveaux aliments. Je trouve ça intéressant en fait. Mais ayez conscience que c'est pas parce que ces recettes sont dans un livre qui traite du régime cétogène que ce sont des aliments qui sont bons pour tout le monde au quotidien. C'est des aliments qu'on va pouvoir utiliser de façon exceptionnelle. Par exemple, vous êtes invité chez des amis, vous apportez votre dessert cétogène, très bien, ça c'est très bien, mais ne vous dites pas que vous allez pouvoir manger ça au quotidien. Alors j'ai lu notamment 2 livres de quelqu'un qui est sur Insta, alors je ne me rappelle plus son prénom, mais je vous l'affiche à l'écran. Il a écrit 2 livres, 50 nuances de gras, et donc il s'est rendu compte entre le premier et le deuxième livre qu'il a fait cette erreur. C'est quelqu'un qui était obèse depuis qu'il était tout gamin, et il est allé vers le régime cétogène, ce qui l'a beaucoup aidé, sauf que c'est un fan de cuisine, qu'il a expérimenté plein de recettes de cuisine, et que il s'est rendu compte qu'il était arrivé à un palier, et plus qu'un palier, à cause de ces aliments gris qui étaient présents tous les jours. Tous les jours, il avait un dessert à base d'édulcorants, où il avait d'autres ingrédients pas top pour son corps. Et donc il s'est rendu compte, donc il a écrit un deuxième livre. Au début du deuxième livre, il nous met en garde. Parce que c'est un piège pour les personnes qui voudraient rester sur la même façon de s'alimenter avec des aliments différents qu'avant, quand leur alimentation était riche en glucides. Ça, c'est le piège. Donc attention, l'alimentation cétogène, c'est une alimentation qui est au final facile à faire. Il n'y a pas besoin de cuisiner. Vous prenez des bons produits, vous les cuisinez de façon toute simple. Les légumes, une salade, je pense que tout le monde sait faire une salade. Des légumes cuits, tout le monde sait cuire des légumes au moins à la vapeur. Et au pire, vous ne savez pas cuisiner, vous juxtaposez la protéine animale, le gras, le légume cuit, une petite salade, et puis c'est tout. Il n'y a pas besoin de notion de cuisine. Après, si on veut cuisiner, c'est autre chose, mais ce n'est pas du tout obligé. Tu parlais de Geoffrey, alias Monsieur Keto. Voilà, c'est ça. Tu vois, Ulrich, Nelly, Geoffrey, ou même ceux qui font des livres de recettes aujourd'hui, leur ambition, elle est honorable dans le sens où elle est d'aider les gens à aller vers cette alimentation. Se passer du pain traditionnel, se passer de ça pour adopter. Le problème, je pense qu'il est là, c'est que celui qui se lance dans cette alimentation, il pense que c'est sa base de recette, c'est son quotidien. Il ne se rend pas compte que les ingrédients qui sont dans de nombreuses recettes sont en fait des occasions. Comme tu l'as dit, un anniversaire, une invitation, voilà, un brunch, on a envie de faire quelque chose de différent, mais on ne peut pas s'appuyer dessus tous les jours. Ce sont des aliments qui vont être inflammatoires et qui vont être utilisés pour certaines occasions. Avec Seto Coco, que vous pouvez retrouver sur YouTube, qui a ouvert sa chaîne où elle met des recettes de cuisine. Elle a sa chaîne Instagram dans laquelle elle a beaucoup nourri déjà. On est en train de faire un livre. Et nous, notre objectif, c'est de vous proposer un livre de recettes où toutes les recettes sont hypo-inflammatoires. Si vous achetez un livre et qu'on vous met qu'il y a 80 recettes, vous avez 80 recettes que vous pouvez refaire tous les jours. Alors, s'il y a une pointe de fromage dans 1, 2 ou 3, évidemment, celle-là, vous savez, mais je veux dire, 95-98% de nos recettes seront hypo-inflammatoires. Parce que nous, ce qu'on remarque, le manque qu'il y a, c'est vous levez le matin, vous ne savez pas quoi faire à manger. Vous n'avez pas d'idée. Parce que j'entends tellement de personnes qui disent Salomé, je tourne en rond. J'utilise toujours les mêmes légumes. J'utilise toujours le même gras. J'en ai marre. Moi, j'ai envie. Et avec Géraldine, le livre devrait bientôt sortir. Le livre de recettes. Nous, on a envie que si vous avez envie, vous ouvrez le livre à n'importe quelle page et vous vous dites, je fais ça ce midi. Vous ouvrez une autre page, vous pouvez faire ça. Une autre page, vous pouvez faire ça. Vous avez envie de manger, je sais pas moi, un burger. Vous avez envie de manger un burger aujourd'hui, et ben même votre burger, il sera hypo-inflammatoire. On veut que votre livre soit un peu votre livre de chevet de cuisine. C'est-à-dire que
vous pouvez vous dire que ce livre-là de recettes, c'est tous les jours. Vous pouvez manger les desserts, les entrées, les plats tous les jours. Donc, c'est tout à leur honneur, ces auteurs, d'avoir fait ces livres, parce que ça aide à basculer dans cette alimentation. Mais ce n'est pas l'alimentation qui aidera à réparer des thyroïdes, à perdre du poids durablement, à renverser des diabètes. Au fond, parce que ça reste inflammatoire. Donc, c'est générateur de pathologies chroniques. Alors du coup, tu nous as donné envie, Salomé, donc va falloir que vous dépêchiez avec Géraldine pour finir ce livre et pour qu'on puisse avoir à disposition ces recettes. Voilà, donc tu arrêtes de dormir, tu demandes à Géraldine d'arrêter de dormir et puis vous finissez le livre. Alors, déjà qu'on dort pas, enfin, on dort, bien sûr qu'on dort, mais oui, 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 bien sûr, on met autant de cœur que moi de coacher et que elle de partager sur son compte Instagram. Parce que elle, c'est pas son métier de coacher, elle coache pas, mais elle partage énormément sa connaissance et sa passion pour l'alimentation. Et on veut vraiment vous offrir cet outil qu'on veut qu'il soit dans votre cuisine de A à Z pour tout et n'importe quoi. Donc oui, on fait vite, on fait vite. Tout ce qui est riche en protéines végétales, tout ce qui est riche en acides gras polyinsaturés et tout ce qui est riche en glucides. Parce que la viande n'a pas de glucides, parce que le gras n'a pas de glucides et parce que les légumes verts n'ont pas de glucides. Donc tout ce qui commence à monter en glucides, on fait attention. Toutes les protéines végétales, on fait attention. Et toutes les huiles polyinsaturées, on fait attention. Après avoir vu les petites erreurs à éviter quand on se lance dans le régime cétogène, maintenant on va voir si on a besoin de compléments alimentaires et dans certains cas on en a besoin. Alors, le premier nutriment, alors c'est pas forcément des compléments alimentaires, le premier qu'on va voir c'est un nutriment qui s'appelle le sodium que vous connaissez. Eh ben, le sodium c'est quelque chose dont on a impérativement besoin quand on passe à une alimentation pauvre en glucides, parce que comme je vous l'ai dit, notre insuline en excès quand on mange trop de glucides va retenir ce sodium. Et aujourd'hui on considère que cette alimentation riche en glucides est normale. Alors oui, elle est dans la norme, effectivement. Sur la planète 90, 95, 99, je ne connais pas le chiffre, mais des gens mangent beaucoup trop de glucides. Et effectivement, cette alimentation trop riche en glucides va entraîner un niveau d'insuline trop élevé. Et donc, ce sodium, il va être retenu dans notre corps en excès. Et quand on diminue cette quantité d'insuline, eh bien, on perd ce sodium et il va falloir l'apporter dans son alimentation. Oui, et j'ajouterais de bien faire attention. Je sais que vous avez peur du sel, parce que l'hypertension, parce que la rétention. Sauf que, comme vient de le dire David, c'est l'insuline qui est en cause, générée soit par une inflammation chronique, soit par trop de glucides. En adoptant une alimentation cétogène, vous allez forcément réduire l'inflammation. Et je vous ramène aux aliments gris. Attention à ne pas conserver trop d'aliments inflammatoires qui vont avoir le même effet que si vous consommiez des glucides sur votre organisme. Donc, on veille à la qualité de son alimentation cétogène. Et on augmente le sel. Si vous n'augmentez pas le sel, première chose, la grippe cétogène. Maux de tête, crampes, fatigue, constipation. Mon Dieu, je suis en train de me détruire. L'alimentation cétogène, c'est pas bon pour la santé. Non, tu manques de sel. La deuxième chose, c'est que si vous ne vous apportez pas de sel, votre organisme va effectivement effectuer une rétention de sel dans votre corps, ressortir l'eau de vos cellules dans vos zones extracellulaires. Donc, vous allez faire de la rétention d'eau. La rétention d'eau, ce n'est pas le fait de garder l'eau dans son corps. La rétention d'eau, c'est le fait de garder l'eau à l'extérieur des cellules, à l'intérieur de son corps. C'est ça qu'on entend là, quand on dit je fais de la rétention et qu'on regarde et puis ça fait le godet. Vous savez, faire le godet, ça veut dire enfoncer son doigt dans son bras, par exemple, ou dans son mollet, et que ça laisse la taille d'un godet. Ça, c'est la méthode du godet. Si vous faites ça, c'est que vous faites de la rétention d'eau. Par contre, il est bon de faire que le sel soit rétenseur de minéraux. Et c'est en cela qu'on vient augmenter sa consommation de sodium pour retenir son magnésium, son potassium, son calcium, parce que si vous ne consommez pas suffisamment de sodium, le sodium que vous allez potentiellement excréter va être réabsorbé par votre organisme. La fameuse rétention. Il essaye de garder du sel, on ne peut pas vivre sans sel. Hein. Sauf que pour chaque gramme de refiltration du sodium au niveau du rein, vous avez une éjection de potassium. Pour 3 molécules de sodium réinjectées dans l'organisme via le rein, vous avez 2 molécules de potassium qui sautent. Si vous comprenez le mécanisme, moins je mange de sel, plus j'en garde et plus je perds du potassium.
Si vous consommez du sel et que du coup votre corps l'éjecte, vous conservez du potassium. Et du coup, vous équilibrez vos électrolytes. Parce que les électrolytes, quand on se lance dans sa alimentation cétogène, on va vous dire oui, prends les compléments alimentaires. Non. Magnésium, oui. Ça, c'est en complément alimentaire, je suis d'accord. Par contre, sodium, c'est du sel. Donc, vous n'achetez pas du sodium en complément alimentaire. Et le potassium, vous le trouvez dans les abats, dans les œufs, dans la truite, dans l'avocat, dans le persil, dans la coriandre, dans le choucal. Vous en trouvez. Si vraiment il y a une carence avérée sur vos bilans sanguins, vous voyez avec votre médecin pour faire prescrire du potassium. Moi, je ne prescris jamais de potassium parce que le potassium est assez fragile sur le plan cardiaque, c'est-à-dire soit il y en a trop, soit il n'y en a pas assez, soit on fibrille, soit on bradycardise. Donc moi, je ne joue pas avec ça. Si je dois donner du potassium, je donne de la crème de tartre. Parce que la crème de tarte, le corps va en faire un peu ce qu'il veut. Mais vous allez trouver du potassium dans des compléments alimentaires et il ne va rien vous arriver de grave. C'est à titre personnel, en tant que naturopathe, que moi, je me lance pas dans la complémentation de potassium. Bon, bah c'est bien parce que justement, le deuxième nutriment, c'était le potassium. C'est vrai qu'il y a un équilibre dans le corps entre le sodium et le potassium. Tu as bien expliqué ce qui se passe quand notre corps essaie de retenir le sodium qu'il a tendance à naturellement éliminer quand l'insuline a un niveau normal. Enfin, normal, pas, encore une fois, à l'échelle de la population, normal tel que ça devrait être. Donc effectivement, notre corps, il essaie de retenir ce sodium qui est absolument vital, et le potassium, eh ben lui, on va en perdre. Et dites-vous que quand vous faites pipi, quand vous urinez, vous n'urinez jamais de l'eau, même si ça a la couleur de l'eau. Même si vous faites pipi blanc, comme on dit, vous urinez toujours des minéraux. Donc vous n'allez pas uriner évidemment que du sodium si vous perdez un petit peu de sodium, parce que de toute façon le corps il va le retenir au maximum, et vous allez uriner d'autres minéraux. Donc ça c'est un problème. Donc les gens qui ne mangeraient pas assez de sodium et qui passeraient leur temps à faire pipi et qui boiraient aussi beaucoup plus, parce qu'il y a certains qui conseillent de boire beaucoup en régime cétogène, s'il n'y a pas assez de sodium, c'est la cata en fait. C'est la cata absolue, vous allez complètement vous déminéraliser, vous allez avoir des problèmes, tout un tas de problèmes à cause de ce petit truc tout bête, manger plus salé. Le magnésium, effectivement, on en a besoin. Beaucoup de personnes sont carencées. Et j'aurais même tendance à dire que très peu de personnes ont des apports qui correspondent à leurs besoins, sachant qu'on vit dans un on vit dans un monde qui est assez déconnecté de la nature, qui est stressant, et du coup on va consommer beaucoup de magnésium, sachant qu'on en a besoin pour tout un tas de réactions dans le corps. Donc effectivement le magnésium c'est absolument nécessaire dans la plupart des cas. Alors comme vous le savez, j'ai une société de vente de compléments alimentaires donc, qui s'appelle Digiform. Donc on a certains produits dont on va parler maintenant. On a effectivement du magnésium que je vous montre à l'écran. Voilà, du magnésium, une des formes les plus assimilables, le magnésium bisglycinate. Alors on utilise des gélules en pullulane, donc c'est la seule gélule végétale qui, à ma connaissance, tienne la route, parce que les autres gélules qu'on trouve, c'est des gélules en HPMC, hydroxypropylméthylcellulose, donc qui sont plus chimiques que naturelles. Et après, on utilise des piluliers en canne à sucre. C'est un choix écologique de passer de piluliers classiques à des piluliers qui sont faits à partir de canne à sucre comme matière première. Alors évidemment, c'est un petit peu plus cher que les piluliers en plastique classiques, mais bon, ça nous semble quand même important. Voilà. Donc le magnésium, absolument nécessaire pour la majorité des gens. Et puis ensuite, on a un autre nutriment qui est la vitamine D. Donc la vitamine D, qu'en penses-tu, Salomé? Oui, alors juste avant de passer sur la vitamine D, je Oui, peux donner des conseils en termes de posologie. Tout est à ajuster, mais la théorie de la chose, entendez bien, la théorie de la chose, donc derrière, soit vous voyez avec un naturo, soit vous voyez avec votre médecin, soit vous voyez ce qui est écrit sur l'emballage de votre paquet. Très souvent, les dosages sont infimes sur le paquet. Magnésium, vous avez besoin de votre poids multiplié par 6 mg par kilo. Ça va dire la même chose. 6 mg par kilo, c'est votre besoin.
mais avec un maximum de 300 mg par prise. Votre organisme ne va pas assimiler 600 mg de magnésium si vous en prenez d'un coup. Donc, si vous devez en prendre 600 mg, vous en prenez en 2 fois. Voilà pour le magnésium. Pour le sel, moi, je recommande entre 7 et 9 grammes. On est sur 8. Je donne souvent la moyenne de 8. Chez certaines personnes, 6, 7, ça peut suffire et tout va bien. Et il n'y a pas besoin de se forcer. Chez des personnes, il faudra monter à 12 pour se sentir bien. Donc voilà, on est sur une base de 8 quand on démarre en alimentation cétogène. Et puis pour le potassium, encore une fois, je ne donne absolument aucun conseil de dosage puisque je ne prends pas cette responsabilité-là. Alors, Salomé donc, vient nous dire qu'on a besoin de son poids multiplié par 6 mg pour avoir la quantité de magnésium dont on a besoin. Donc par exemple, si moi je fais 60 kg, ça veut dire que j'ai besoin de 360 mg de magnésium. Attention, quand vous lisez une composition, par exemple, dans notre produit magnésium fort, vous avez dans la composition magnésium bisglycinate 375 mg. Vous pourriez penser que c'est 375 mg de magnésium, alors que non. Parce que la quantité de magnésium que vous avez dans du magnésium bisglycinate, elle est inférieure. Et pour avoir la quantité, il faut aller lire notre étiquette. Et vous allez voir que sur notre étiquette, vous avez marqué ingrédient pour 4 gélules. Et ensuite, en dessous, vous avez marqué magnésium bisglycinate égale 1500 mg. Donc vous multipliez 4 fois 375, ça fait 1500 mg, dont magnésium égale 300 mg. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir 300 mg de magnésium, il vous faut 4 gélules. Donc faites la différence entre magnésium bisglycinate, magnésium gluconate, magnésium, tout ce que vous voulez, et la partie de magnésium qu'il y a. Pour qu'un minéral soit correctement assimilé par le corps, il faut qu'il soit associé à un transporteur. Ce transporteur, c'est le nom qu'il y a associé au mot magnésium. Le bisglycinate, c'est un très bon transporteur parce qu'il permet d'amener le magnésium au cœur de la cellule. Mais retenez bien que 375 mg de magnésium bisglycinate, ce n'est pas 375 g de magnésium, c'est moins. Et pour avoir le chiffre, vous reportez à ce qui est marqué sur l'étiquette. Donc, la vitamine D, tu m'as demandé. Donc, la vitamine D est à tort appelée vitamine puisque c'est une pro-hormone. Elle est présente, il y a un récepteur à vitamine D sur chacune de nos cellules. Il vaudra toujours mieux être au soleil que de prendre de la vitamine D en complément alimentaire. Mais aujourd'hui, de par notre altitude, de par la pollution, de par le peu d'exposition de votre peau au soleil, de par la couche d'ozone, évidemment que vous n'allez pas capter ce qu'il faut de vitamine D. Donc, il vous faut vous complémenter. Il vous faut prendre un dosage qui équivaut à 45 minutes d'ensoleillement par jour. Vous n'allez pas prendre 80 000 unités en 1 minute. Vous n'allez jamais prendre des heures et des heures de soleil en 1 minute. Le corps ne connaît pas ce fonctionnement. Donc, vous vous apportez tous les jours vos gouttes. Peut-être que vous allez trouver des compléments alimentaires autour de 1000 unités, 2000 unités la goutte, et vous allez être dans une fourchette entre 5 et 9000 unités, quelque chose comme ça en fonction de votre poids. En général, c'est à peu près ça. Je ne sais pas du coup si Digiform font de la vitamine D. Oui, on en fait. On a un produit qui s'appelle le CD-Zinc qui associe de l'acérola bio avec de la vitamine D et du zinc bisglycinate. Et puis, on a un autre produit qui s'appelle vitamine D3 plus K2. En ce qui concerne les compléments alimentaires, on ne peut pas mettre la posologie qu'on veut. Il y a un cadre qu'on ne doit pas dépasser en termes de vitamines, de chaque nutriment. Et du coup, là, pour notre produit vitamine D3 plus K2, on conseille une gélule par jour, sachant que dans une gélule, vous avez 2000 unités internationales. Moi, ce que je fais à titre personnel, c'est que je prends 2 à 3 gélules par jour, ce qui me permet d'atteindre, suivant les jours et suivant mon exposition à l'extérieur, 4000 à 6000 unités internationales. Mais c'est vrai qu'on est obligé d'indiquer une certaine posologie et de marquer sur la boîte ne pas dépasser les doses indiquées. Mais voilà, donc effectivement, on a de la vitamine D qu'on associe à la vitamine K2. On en parle très souvent pour
pour tout ce qui va être assimilation du calcium, hein, captation du calcium. Alors, oui, bien sûr, mais comme je vous l'ai dit, c'est une pro-hormone. Elle interagit partout. Donc, vous pouvez même pas seulement vous dire, oui, c'est bon pour mes os. Non, 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 pas du tout. Tu en as plus que besoin dans ton microbiote, dans tes cellules, partout, pour ton immunité, pour anti-inflammatoire. C'est très important. Et si en plus vous avez une tendance à être inflammé, vous allez commencer potentiellement à avoir des douleurs articulaires, potentiellement voilà, un cholestérol, et là je vais parler surtout des triglycérides qui augmentent, peut-être quelques calcifications, qu'elles soient articulaires ou artérielles. Dans ce cas-là, il vous faut de la vitamine D pour venir désinflammer et capter ce calcium pour le mettre dans vos os. Mais justement, si vous prenez de la vitamine D chez les personnes fragiles, si vous prenez de la vitamine D sans K, sans vitamine K2, en fait, vous regardez le calcium et vous ne lui dites pas où aller. Et il est probable qu'il aille se loger dans des articulations, par exemple, ou qu'il se balade un petit peu dans le sang. Il vous faut de la vitamine K2 associée pour pouvoir aller placer ce calcium au bon endroit, limiter les plaques d'athérome, les calcifications, renforcer les os, voilà. Donc, généralement, vous pouvez trouver des compléments alimentaires où c'est pas associé avec de la K2, donc c'est pour ça que c'est pas grave de prendre que de la D, mais c'est toujours intéressant d'aller le coupler avec, encore une fois, je récupère avec la D mon calcium et je désinflamme, et avec la K2, je vais placer au bon endroit. Par contre, attention, la vitamine K2 est un coagulant, procoagulant, donc si vous êtes sous anticoagulant, faites attention. Parlez-en à votre médecin. La K2 peut favoriser les thromboses. On ne va pas faire une thrombose en prenant de la K2, mais si vous avez déjà cette tendance, faites attention. Dans les autres compléments alimentaires dont on pourrait avoir besoin, on a également le coenzyme Q10. Alors le coenzyme Q10 qu'on a chez Digiform et qui peut être conseillé chez les personnes qui ont un problème de résistance à l'insuline notamment. Bon, ça a d'autres actions, le coenzyme Q10, parce que ça peut être conseillé pour les personnes qui ont des problèmes de type fibromyalgie, des problèmes au niveau musculaire. Mais en tout cas, c'est un nutriment qui peut être conseillé dans certains cas. Alors, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. C'est très important à dire et vous devez tous le retenir. Peu importe si vous êtes concerné ou non, vous avez forcément quelqu'un de votre entourage qui est sous statine. Parce que les statines sont des médicaments les plus vendus au monde. Donc, dans la fabrication du cholestérol, qui se déroule de mémoire en 37 étapes, quand on va donner une statine à quelqu'un pour stopper sa fabrication de cholestérol, on va couper à un endroit de la chaîne. Donc, vous avez un, un déroulé métabolique de 36 étapes pour arriver jusqu'au cholestérol, et la statine va venir couper en plein milieu. Elle va donc stopper la fabrication de coenzyme Q10 parce que la coenzyme Q10 va être fabriquée dans les 13 dernières étapes de fabrication du cholestérol. La coenzyme Q10 est un puissant antioxydant qui permet de réparer les fibres musculaires. Votre cœur est un muscle, vous avez le diaphragme, vous avez énormément besoin de ce coenzyme Q10, tout comme de votre cholestérol d'ailleurs. Alors, on peut avoir besoin également de zinc. Alors, sachant que le zinc, c'est un nutriment qu'on trouve dans les produits animaux, donc que vous allez trouver si vous mangez des abats notamment, que vous allez trouver, donc l'aliment qui en contient le plus, c'est l'huître. Donc, si vous mangez assez régulièrement du foie, si vous mangez assez régulièrement des huîtres, pas de problème, c'est pas la peine de vous supplémenter en zinc. Par contre, il y a des personnes qui n'aiment pas les huîtres, qui en mangent jamais. Il y a des personnes qui n'aiment pas le foie et qui n'en mangent jamais. Et du coup, vous risquez d'être carencé si vous vous limitez à de la viande, uniquement à de la viande. Sachant qu'encore une fois, les besoins en zinc, ils sont assez élevés parce qu'on en a besoin dans plein de réactions dans le corps. Le zinc, il a un rôle, enfin il n'a pas un rôle, il a des rôles multiples au niveau du système hormonal, au niveau du système immunitaire. Il est important pour avoir une peau qui soit de qualité. Voilà, donc le zinc, voyez un petit peu comment est votre alimentation et éventuellement vous pouvez en avoir besoin. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire sur le zinc à rajouter? Pas sur son utilisation, parce que c'est très bien, c'est parfait. Je veux juste, à titre pratique, comment moi, au quotidien, je peux être amenée à le conseiller. Je le conseille très souvent en symbiose avec tout ce qui va tourner autour d'un protocole, autour de la thyroïde.
les personnes qui vont avoir une thyroïde un peu ralentie. Et aujourd'hui, des troubles du métabolisme, c'est très souvent de la thyroïde, hein. Des personnes qui arrivent soit en syndrome métabolique, soit qui ont subi de l'hypocalorie par le passé ou qui sont très stressées. On a des hypothyroïdies et donc on a des pertes de cheveux, la peau sèche, les ongles cassants. Et je vais venir y apporter du zinc pour justement déjà pallier cette baisse immunitaire, hein, puisque c'est une fatigue chronique qui va amener à une perte d'immunité, mais surtout pour travailler sur tout ce qui est système tégumentaire, accompagné avec sélénium, iode et vitamine B pour pouvoir booster cette thyroïde. Donc voilà pour l'aspect un peu pathologique de la chose. J'allais venir au sélénium, puisque le sélénium, c'est un oligoélément qui est nécessaire au fonctionnement de la thyroïde. Donc c'est un complément alimentaire aussi qu'on a. La thyroïde a aussi besoin d'iode. Alors d'après certains chercheurs et médecins, nous serions 90% en Europe au moins à être carencés en iode. Alors je ne sais pas si c'est vrai. Alors le problème de l'iode en complément alimentaire, c'est qu'elle est très encadrée. On n'a pas de complément alimentaire qui contient que de l'iode. Et on a par exemple du lithotame qui contient des quantités infimes d'iode. Mais à cause de ça, on est obligé de mettre des restrictions sur notre étiquette uniquement parce que ça contient des quantités infimes d'iode. Bon, donc l'iode en France, c'est assez réglementé et du coup, on est parfois obligé d'avoir recours à des choses qu'on trouve en pharmacie qui n'ont pas très bon goût. C'est le docteur Résimon qui est un peu spécialisé de la thyroïde et lui supplémente quasi systématiquement les gens avec de l'iode, du sélénium, parce qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là. Alors le sélénium, il n'y en a pas en quantité égale à travers le monde. Les terres sont assez pauvres en sélénium en France et en Europe en général. Et puis il y a des régions du monde, comme certains endroits aux États-Unis, où il y a beaucoup de sélénium, voire beaucoup trop. Donc forcément, ça va impacter la quantité de nos fruits et légumes et des produits animaux qu'on va consommer, puisqu'une herbe qui va être pauvre en sélénium et qui va être broutée par une vache, cette vache aura une viande aussi qui sera pauvre en sélénium. Voilà, il faut avoir conscience de ça. En Europe, bon, il y a un petit problème avec cet oligoélément, donc on peut avoir besoin de se supplémenter pour la thyroïde et puis pour d'autres organes, hein. C'est un antioxydant, il a un rôle dans le système immunitaire, donc c'est un nutriment de base, on va dire. As-tu quelque chose à dire de particulier sur le sélénium ? Encore une fois, à titre d'expérience, c'est que généralement, quand je complémente quelqu'un en sélénium, je complémente en iode, toujours pour cet équilibre. Et si je devais donner des dosages qui sont très basiques, les dosages sont très basiques, on est sur un minimum de 50 microgrammes de sélénium et 150 microgrammes par jour d'iode. Après, on peut très bien être amené à augmenter. Encore une fois, vous pouvez voir ça directement avec votre naturopathe et voir en fonction des besoins. Mais effectivement, moi aussi, je suis de près beaucoup de docteur Résimon. J'aime beaucoup ses travaux. Et lui, pour lui, il n'y a pas de danger de toxicité. Je ne suis pas en train de vous dire de vous gaver. Je suis en train de vous dire, moi, voilà ce que je donne. Et après, j'adapte à la hausse en fonction du besoin que j'ai en face. Un autre élément, ce sont les oméga 3. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose que tu conseilles ou pas. Je sais que y en a certains qui, dans le cadre du régime cétogène, ne conseillent pas les oméga 3. Ils considèrent qu'on n'en a pas besoin autant que ce que certaines études tentent à démontrer. Bon, moi je sais pas, je sais pas trop. Des fois c'est pas évident de se positionner parce que le problème des études, c'est qu'on a toujours des études pour, des études contre. J'ai conscience de cette problématique des études qui ne reflètent pas la réalité, qui reflètent juste une petite partie de la réalité. D'autant plus que quand une société ou un labo fait une étude, 9 fois sur 10, si l'étude elle n'aboutit pas à ce que la société voulait démontrer, elle n'est pas publiée. Et à contrario, si l'étude démontre ce que la société voulait démontrer, l'étude va être publiée. Ça veut dire que sur toutes les études qui sont à notre disposition, majoritairement, c'est des études qui ont été financées et qui ont apporté le résultat escompté. C'est clair que si je paie 1 million d'euros pour démontrer quelque chose et que cette chose, je n'ai pas réussi à la démontrer, je ne vais peut-être pas vouloir publier l'étude.
Donc il faut avoir conscience de ça. C'est pour ça que c'est compliqué aujourd'hui de ne tenir compte que des études qui sont publiées. Donc pour ce qui est des oméga 3, nous c'est un produit, c'est vrai que moi je conseille parce que aujourd'hui il a été démontré malgré tout que les oméga 3 ont des bénéfices sur la santé qui sont importants. Ça reste un nutriment essentiel, ça veut dire on en a besoin et le corps n'est pas capable de le produire. On sait aujourd'hui que les huiles végétales riches en oméga 3 de type alpha-linolénique, c'est un acide gras qui est hyper fragile, qui va être, quand vous allez acheter votre bouteille d'huile de cameline, de chanvre ou de lin, vous allez avoir une oxydation qui aura déjà eu lieu. C'est des acides gras qui sont beaucoup trop fragiles. Et puis en plus, notre capacité à transformer cet acide alpha-linoléique en ce qu'on utilise, c'est-à-dire le DHA et le PA, cette capacité, elle est hyper faible. Donc, voilà pourquoi je conseille aujourd'hui la supplémentation en oméga 3. L'avantage, c'est que vous avez un produit qui est pur. C'est vrai qu'il y a des gens qui se méfient des poissons parce que il n'y a pas d'analyses qui sont faites comme nous sur les produits. Nous, sur chaque complément alimentaire, on a un dossier de l'eau qui est complet avec les allergènes, les métaux lourds, tout un tas de polluants. Et si le lot n'est pas conforme, éjecté. Voilà, on est en France, il y a une réglementation qui est assez stricte sur les compléments alimentaires que vous n'avez pas sur les aliments. Donc le problème il est là, quand vous achetez des sardines, des maquereaux, vous ne savez pas la quantité de métaux lourds qu'il y a, on sait qu'il y en a de toute façon dans tous les cas, mais on ne sait pas la quantité. Quand on achète un complément alimentaire, là par contre on sait. Et donc ça va être pour ça que le complément alimentaire, en tout cas en ce qui concerne les oméga 3, il peut avoir un intérêt, parce qu'il va apporter des oméga 3 que vous allez pouvoir directement utiliser, et puis vous n'aurez pas l'inconvénient des polluants que vous avez dans tous les poissons aujourd'hui. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur les oméga 3? Est-ce que tu les conseilles? Est-ce que tu les conseilles pas? Oui, si je les conseille, parce que déjà, de toute façon, on arrive avec des personnes enflammées. On arrive avec des personnes qui ont fumé, qui ont mangé des glucides, qui sont stressées, qui manquent de sommeil, qui sont carencées. Donc, de toute façon, il y a un soutien. Euh, Effectivement, beaucoup d'études qui prônent les bienfaits des oméga 3. Moi, je suis convaincue des bienfaits sur le cerveau. Donc, au moins sur le cerveau, je les donne. Je donne pas des très hauts dosages. On est à 1 gramme par jour maximum parce que je sais qu'on n'en a pas besoin de beaucoup plus. Et puis, d'un point de vue anthropologique, on n'en consommait pas tout le temps non plus toute l'année avant. On n'avait pas des poissons tout le temps. Ça à portée de main. Mais je pense, voilà, moi, je conseille souvent aller 2 cures par an. 2 cures par an, d'un mois, 1 gramme par jour. Moi, ça me rassure pour la personne que j'accompagne. Quand je vois que c'est inflammé, que c'est fatigué, qu'il y a une lenteur cérébrale, je donne soit de l'oméga 3, soit du ginkgo biloba pour travailler sur cette circulation neuronale. Mais voilà, je pense pas qu'on se mette en danger à en prendre. Par contre, je suis complètement d'accord avec toi sur la qualité et sur le fait que ce soit pas ranci. Ok, bon après tu parlais du ginkgo biloba, donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a. On a aussi un autre complément alimentaire qui est le bacopa, qui est à la fois un antioxydant pour la cellule nerveuse et qui va améliorer les fonctions cognitives. Alors c'est pas connu le bacopa, mais ça fait partie aussi des choses qui sont intéressantes pour les problèmes de mémoire, de concentration. Tu avais parlé aussi tout à l'heure des vitamines B. Alors on a de la vitamine B9, de la vitamine B12, et on va avoir très prochainement un complexe de vitamine B, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, enrichis en bisglycinate de magnésium. Les vitamines B9 et B12, c'est vrai qu'on les conseille dans le cas de fatigue chronique. Alors c'est pas évident parce que souvent les gens me demandent qu'est-ce que je dois prendre, je me sens fatigué, je traîne ça depuis tant de mois, tant d'années. La fatigue, c'est quand même un symptôme qui est assez flou, on va dire. Et c'est assez compliqué d'arriver à déterminer quelle est l'origine de cette fatigue. Alors effectivement, on peut avoir des problèmes de carence, vitamine B9, vitamine B12, ou l'une ou l'autre ou les deux. Mais il peut y avoir tellement de choses. On peut avoir un épuisement des surrénales, on peut avoir un système nerveux autonome qui est dans les chaussettes, on peut avoir plein de problèmes qui ont des origines différentes. Donc la fatigue, c'est pas évident à déterminer d'où ça vient. Et ce dont on se rend compte, c'est que quand on passe du régime glucidique classique au régime cétogène, cette fatigue, elle a tendance à diminuer et à disparaître. D'autant plus si on adopte un mode de vie cétogène, c'est-à-dire on mange entre le lever et le coucher du soleil, on se couche
pareil beaucoup plus tôt. En tout cas en hiver c'est hyper important parce que quand chez vous le soleil se couche à 17h ou à 18h, c'est clair que si vous vous couchez à minuit, vous voyez le temps entre le moment où le soleil s'est couché et le moment où vous couchez, plus il y a d'heures, plus c'est problématique. Donc c'est important d'avoir un mode de vie cétogène, d'arriver à gérer son stress. L'alimentation, bon, évidemment, c'est la base, mais il n'y a pas que ça. Peut-être se débarrasser de certains excitants qui nous pompent notre énergie, le café, le chocolat, voire le thé, parce que certaines personnes sont capables de boire 2 litres de thé par jour, et à ce moment-là, on a des quantités de caféine qui sont importantes, même si ça se diffuse plus lentement que la caféine du café dans le sang, mais il n'empêche qu'au final, vous allez avoir un métabolisme qui va être artificiellement accéléré, sauf que c'est la partie mécanisme d'urgence qui est utilisée en fait dans notre corps. Quand vous prenez un stimulant, c'est comme si vous aviez une peur et que vous avez une décharge d'adrénaline qui vous amène un petit coup de jus qui dure 1 heure, 2 heures, et après il faut reprendre du café pour à nouveau avoir cette énergie artificielle, mais au final ça ne fait que vous prendre de l'énergie que vous n'avez déjà pas beaucoup à la base. Voilà, donc pour les vitamines B, autour de la fatigue, est-ce que tu as des choses particulières à ajouter? Non, parce que comme je le dis, je le donne très souvent dans mon complexe pour la thyroïde et de toute façon, la fatigue chronique est un très gros marqueur de la thyroïde. Donc, c'est très rare que je donne qu'une seule vitamine parce que, ou alors la B8, très souvent pour les personnes qui ont des problèmes capillaires, hein, la perte de cheveux ou les cheveux très abîmés. Mais sinon, je donne rarement de la B12 toute seule parce qu'en alimentation cétogène, quand en plus on se fait coacher par moi, on comprend qu'il y a l'importance des protéines animales et on a quand même une bonne source de B9, de B12. Donc, je pense que c'est surtout des carences liées à un équilibre de l'ensemble. Et donc, c'est pour ça que je viens à proposer les compléments alimentaires de B complexe, l'ensemble Hmm. des vitamines. Alors après, on pourrait avoir besoin d'éléments en cas d'inflammation, ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade. On peut avoir donc une inflammation chronique, on va schématiser. On peut avoir besoin de certaines choses. Alors parmi les choses qui pourraient être utiles et qu'on propose sur Digiform, on a la quercétine, on a un antioxydant qui s'appelle le resveratrol, et puis on a le ou l'ANAC, en suivant, certains disent l'ANAC, d'autres disent le NAC, N-acétyl-L-cystéine. Voilà, donc c'est les 3 choses qu'on peut conseiller, alors en plus des oméga 3 évidemment. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à cette inflammation de bas grade, ce que tu pourrais Oui, conseiller? euh, moi, je vais être amenée à me proposer de la quercétine pour les personnes qui souffrent de réactions histaminiques ou d'allergies. Donc, on est sur des intolérances alimentaires, des réactions immunitaires liées à un aliment en particulier. Après, des déficiences ou non en DAO, donc ce qui va indiquer si vous êtes en train de manger un aliment qui ne convient pas à votre métabolisme, à votre immunité, à votre microbiote, et qui pourrait déboucher sur une porosité intestinale. Donc, c'est là où je peux être amenée à amener de la quercétine. La resveratrol, c'est quand même un peu plus pour tout ce qui va être autour du système cardiovasculaire. C'est surtout pour protéger le système cardiovasculaire. Et l'ANAC, c'est aussi tout ce qui est anti-vieillissement. Donc là, on est vraiment, pour moi, avec l'ANAC, on est sur un bon combo avec l'alimentation cétogène, dans le sens où l'alimentation cétogène est appelée alimentation anti-âge. Et l'ANAC, le resveratrol, tout ça, c'est vraiment des molécules antioxydantes, anti-âge, préservation des cellules et de la jeunesse de l'ADN. Donc là, voilà, c'est pas des choses que je vais prescrire dès le départ. Évidemment, je traite d'abord les pathologies et je vais m'aider de compléments alimentaires. Mais effectivement, c'est ce que je pourrais appeler les compléments alimentaires de confort. NAC, resveratrol, c'est ce que je vais donner en roue libre une fois qu'on a travaillé, on a remis un peu sur pied une thyroïde, on a travaillé une résistance à l'insuline, on va venir poursuivre le soin avec resveratrol, NAC, des choses comme ça. Alors ensuite, on peut avoir besoin de soutenir la digestion. Je vais d'abord parler du complément alimentaire qu'on a qui s'appelle Digest Plus, qui contient des enzymes digestives qui vont aider à mieux digérer notamment les protéines et les lipides, parce que les glucides dans notre alimentation pauvre en glucides, ça ne va pas forcément nous aider puisqu'on n'en mange pas. Mais en tout cas, pour aider à digérer les protéines et les lipides, au début, ça peut être intéressant, parce que c'est vrai qu'on peut avoir des difficultés à digérer ça.
Et puis ensuite, on a une autre chose que tu conseilles et qui n'est pas un complément alimentaire, qui est le vinaigre de cidre. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de tout ça pour soutenir la digestion? Ah bah oui, les enzymes digestives, si vous rencontrez des grosses lourdeurs digestives, des sels grasses surtout, c'est que vous manquez d'enzymes. Après, tout ce qui va être seulement écœurement, brûlure même pas 10 jours de cure et c'est bon, on voit la lipase qui monte en flèche et il n'y a plus de soucis digestifs. Ok, ensuite on peut avoir des problèmes de porosité intestinale. Enfin, c'est tellement fréquent que là encore une fois, je ne sais pas s'il y a des gens qui en ont vraiment pas. Il y en a évidemment, il y en a, c'est obligé, mais c'est tellement fréquent. Et alors là, on a fait un complément alimentaire qui s'appelle Perméaphore, qui est là pour apporter des choses dont on peut avoir besoin dans ce cas-là. Donc il y a de la glutamine, du butyrate, du zinc et de la vitamine B5. Dans quel cas tu conseilles des probiotiques? Alors, Enfin, effectivement, si tu les conseilles, parce que justement, c'est pas évident. Alors, exactement. nous, on a beaucoup de demandes, des gens qui nous demandent des probiotiques. Donc, jusqu'à présent, on n'en faisait pas. J'ai trouvé quelque chose qui tient la route. Donc, on va avoir un produit à base de probiotiques. Mais c'est vrai que je suis un peu tiède par rapport à ça, parce que je sais que dans certains cas, c'est génial. Il y a des gens, ils vont avoir des effets incroyables et qui vont être durables. Je sais, et j'en ai dans mon entourage, donc effectivement, dans certains cas, ça fonctionne super bien. Dans d'autres cas, il ne se passe rien, pas grand-chose entre avant et après. Et puis dans certains cas, ça peut déséquilibrer un petit peu plus le microbiote intestinal. Donc c'est pas évident de conseiller les probiotiques aujourd'hui. Qu'est-ce que tu conseilles? Alors, effectivement, c'est vraiment pour le coup la dernière roue du carrosse. Les probiotiques, c'est quelque chose pour moi, c'est un monde. J'ai beau avoir lu beaucoup de choses, j'ai beau avoir lu le docteur Perlmutter, j'ai beau lire beaucoup d'articles, beaucoup de personnes qui traitent de ces probiotiques. Je suis très, très, très frileuse parce que j'ai eu à en proposer de temps en temps, soit ça faisait rien, et bon, c'est pas donné, soit ça faisait flamber des intestins. Donc, où est-ce que je vais chercher mes lactobacilles et mes bifidobactériums? Je vais les chercher dans les légumes lactofermentés et dans les produits laitiers. Je m'appuie sur les aliments parce que ouais, je suis pas la naturopathe vers qui il faut aller si on veut des conseils sur comment prendre des probiotiques parce que moi, je suis pas encore hyper convaincue du bienfait. Alors, je suis convaincue des bienfaits des probiotiques et qui peuvent aider, mais lesquels exactement, la densité de la cure, est-ce que les prébiotiques vont en même temps que les probiotiques? Certaines oui, certaines non. C'est un monde à part. Et voilà, je suis tellement pas encore assez formée dessus que je me base surtout sur les aliments lacto-fermentés plutôt que les probiotiques. J'utilise les probiotiques en voie externe que je mets dans ma recette de déodorant. Et ça a une efficacité pour qu'il n'y ait pas d'odeur, pour que notre sueur n'ait pas d'odeur, de 100%. La raison elle est très simple, hein, c'est que les bactéries vont prendre la place au niveau de nos aisselles des autres bactéries qui, en grignotant certains éléments qu'on excrète à travers la sueur, en grignotant ces éléments-là, ces bactéries, normalement, produisent certains gaz malodorants. Et donc les bactéries des probiotiques, elles produisent aucun gaz malodorant, et donc elles prennent la place des autres, et du coup ça sent rien. Mais c'est efficace à 100%. Et donc Et, j'utilise comme ça. Voilà, je fais un déodorant, j'avais fait une recette il y a quelques années, et ce que je rajoute maintenant, c'est par rapport à la recette de base qui est assez classique, c'est bicarbonate, huile de coco, maïzena ou arrowroot, et puis maintenant je rajoute 2 gélules de probiotiques. ok, Et pour les personnes qui ont une odeur forte, ça marche à 100%. Et je l'ai fait tester à plein de gens. Ça marche à 100%. Donc c'est une utilisation des probiotiques, là pour le coup, où il n'y a pas trop à se poser de questions. Ça oui. reste sécure parce que c'est en voie externe, donc Ah oui. ils ne vont pas rentrer à l'intérieur, hein, ces microbes. Mais voilà, c'est super efficace. Donc Ok, voilà. bah écoute, c'est top pour ceux qui auraient soit arrêté la cure au milieu, soit qui on leur aurait offert des probiotiques, soit qui auraient un problème d'odeur. C'est top. Ouais, alors j'ai pas essayé pour les pieds, mais ça marchera pareil. Parce que c'est pareil, il y a des gens qui sentent des pieds, et c'est un vrai problème. C'est incroyable tellement ça fonctionne bien. Moi, quand j'ai testé ça,
Je m'attendais à avoir une amélioration de 50% ou de... Et quand j'ai vu que ça marchait à 100% chez tout le monde, chez qui j'ai fait tester, je me suis dit waouh. Bon, le mécanisme il est simple, mais je ne pensais pas que ce serait aussi efficace. Est-ce qu'il y a des compléments alimentaires autres dont je n'ai pas parlé et que tu conseilles voilà, des choses importantes que tu conseilles quand même de temps en temps? Alors, je vais essayer de me ramener les questions qu'on me pose le plus fréquemment. Si vous souffrez de rétention d'eau, malgré le travail avec le sel, attention, hein, l'assiette toujours. Je vous conseille la bromélaïne pour tout ce qui va être rétention d'eau, jambes lourdes. C'est très fréquent des gens qui manquent de vitamine B, qui ont du coup des jambes sans repos, ça va manquer de circulation. La bromélaïne. Autre chose qui est très très intéressante, surtout dans une alimentation cétogène, chez les personnes qui, je pense, s'orientent vers ce type d'alimentation car ils ont une élévation trop forte de glycémie, la berbérine est une superbe plante qui va travailler aussi bien sur le microbiote, du coup le taux de glucides et du coup votre impétence aux glucides. Dans la même idée, on va avoir le chrome. Tellement de fois où j'entends Salomé, tu n'aurais pas une pilule miracle, Salomé, tu n'aurais pas... Oui, mais si tu continues le fromage, si tu continues les amandes, si tu continues à faire tous les week-ends à sortir et à manger une pizza, forcément que ça va pas fonctionner. L'alimentation cétogène, c'est une alimentation complexe. C'est une alimentation alors complexe dans la compréhension, parce que quand on vous dit pourquoi tu fais l'alimentation cétogène, faut savoir pourquoi. Parce que je veux être en cétose, parce que je ne fonctionne plus sur les glucoses. Donc, difficile à accepter d'abandonner tout ce qu'on a connu pendant 30, 40, 50, 60 ans. Donc, parfois, c'est un peu facile de penser qu'aux compléments alimentaires. Toujours d'abord l'assiette et les compléments de base, comme le magnésium et la vitamine D, qui sont pour moi des incontournables, car vous en serez carencé quasiment tout le temps, en fait. Cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné les clés de mettre en pratique aussi bien ce qu'il y a dans l'assiette, ce qu'il y a dans la tête et les compléments alimentaires. Sur les compléments alimentaires, évidemment, c'est très généraliste, c'est très flou et vous vous doutez bien qu'on ne peut pas vous donner des conseils. On vous a amené quelques molécules, on vous a amené des bases, mais c'est surtout votre assiette, comme j'ai dit, le sodium, la qualité de vos acides gras, la qualité de vos protéines, le nombre de vos repas. N'ayez pas peur de manger. 2 à 3 repas, c'est parfait. Une collation en plus s'il y a besoin. Dans une alimentation cétogène bien formulée, la faim est légitime, dans le sens où c'est pas une faim fausse. Si vous avez besoin de manger 3 fois par jour, 4 fois par jour, et que vous êtes dans une alimentation qui est faible en aliments gris et faible en glucides, c'est que votre corps a faim. Votre thyroïde ne demande que ça, c'est de fonctionner. Donnez de la bûche, donnez du bûche, mettez de la bûche dans le feu, et c'est en consommant de la protéine, du gras, en se faisant plaisir avec les légumes de saison, la quantité plus faible que ce que vous avez connu jusqu'à aujourd'hui, mais quelque chose qui ravit votre œil, essayez de fonctionner à l'instinct, que ce soit aussi bien la quantité de protéines que la quantité de gras que la quantité de légumes. Vous avez dans l'esprit un peu ces connaissances des différentes quantités, et après, allez-y à l'instinct, donnez-vous le temps, pas à pas. Ça s'adopte au fur et à mesure et vous allez de plus en plus, même plus vous apercevoir que vous mettez de moins en moins de légumes, que vous prenez 20-30 grammes de beurre dans l'assiette et que ça ne vous choque pas. C'est vraiment une histoire d'habitude. Il faut juste renverser ça, mais il faut être bienveillant avec soi-même, aussi bien patient avec soi-même qu'être patient avec les résultats que vous attendez de votre alimentation. Je pense que c'est ça le cétogène, c'est la patience et la discipline. Merci Salomé. Donc, nous arrivons au terme de cette 4e vidéo et c'était la dernière de notre petit cycle de vidéos avec Salomé sur le régime cétogène. Ensuite, on prévoit de faire un question-réponse et ensuite un live dans lequel on pourra répondre à vos questions, à d'autres questions qui nous seront posées par la suite. Et puis ensuite, je vais faire des petites vidéos parce que je vais vous partager mon expérience. Donc moi, j'ai pas l'expérience de ceux qui font le régime cétogène depuis des années. J'ai commencé l'été dernier et donc l'idée c'est de temps en temps de vous partager mon expérience et puis de faire des vidéos peut-être pour vous aider à mieux comprendre le régime cétogène parce qu'il y a une chose qui est importante, il y a 2 choses qui sont importantes. Premièrement, demandez-vous pourquoi vous voulez faire un régime cétogène. Posez-vous la question. Et deuxièmement, il faut impérativement vous informer. Il faut impérativement que vous compreniez comment ça fonctionne. Parce que vous allez être confronté à des personnes autour de vous qui vont vous dire que le régime cétogène c'est n'importe quoi, que c'est dangereux pour votre santé. Donc il faut que vous ayez quand même des bases solides, que vous ayez une bonne connaissance. Pourquoi est-ce que le régime cétogène c'est un régime qui n'est pas du tout extrême ? Pourquoi est-ce que le régime cétogène ne pose pas de problème en termes de consommation d'œufs, en termes de consommation de viande rouge, en termes de diminution des glucides ? Parce qu'il y a encore des gens qui nous disent que
les glucides sont absolument vitaux. Est-ce que ces gens savent, par exemple, que le cœur utilise comme carburant 60 à 70% d'acides gras? Notre cœur n'utilise que 30% de glucose pour fonctionner. Est-ce que ces gens le savent? Non. Il faut juste que vous ayez conscience que vous devez vous informer, vous devez acquérir suffisamment de connaissances pour arriver à faire ce régime cétogène en toute sérénité et faire face aux autres. Parce que c'est vrai que c'est un problème au début. Vous allez utiliser le mot cétogène et vous allez voir que les gens ils vont se braquer ou qu'ils vont avoir tendance à vous titiller, à vouloir creuser. Ah mais j'ai entendu que... Et en fait, c'est un frein. Voilà. Ça peut être un frein chez certaines personnes qui doutent un petit peu de ce qu'elles font et qui ne se sont pas du tout informées. Ce n'est pas un nouveau régime à la mode, le régime cétogène. C'est une alimentation qui existe depuis toujours. Alors évidemment, en 2024, l'alimentation cétogène, ce n'était pas la même que celle d'il y a 50 000 ans, on s'en doute bien. On l'adapte à notre époque, mais ça reste une alimentation qui est assez simple, qui est faite d'aliments bruts, non transformés ou très peu transformés, avec une dominante très largement de lipides, parce que c'est le meilleur carburant pour notre corps. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.